Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos trois invités partagent un point commun. Elles sont devenues mères alors qu'elles n'étaient encore que des adolescentes. Moi, j'avais vraiment très peur. À 16 ans, on s'imagine pas tomber enceinte, vraiment. Enfin, c'est un truc d'adulte. À 16 ans, Sophia arrête tout moyen de contraception. Quelques semaines plus tard, sa vie va prendre une nouvelle tournure. Je vais faire une prise de sang et elle me dit bah, écoutez mademoiselle, vous êtes enceinte. J'étais super contente. Et du coup, je lui annonce et là, la catastrophe. Margot et Kevin tombent amoureux à 16 ans. En pleine classe de première scientifique, la grossesse inattendue de Margot remet tout en question. Je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire pour aller de l'avant au niveau de mes projets de vie Je m'imaginais pas à ce moment-là vraiment poursuivre cette grossesse. Emeline a découvert au bout de 4 mois qu'elle était enceinte. Le délai légal d'interruption volontaire étant dépassé, c'est toute tremblante qu'elle annonce la nouvelle à son petit ami. Je lui dis bah faut que tu t'assoies, j'ai quelque chose à te dire. Mais elle dit ça y est, t'as fait l'échographie, t'es enceinte. Et j'ai dit oui, mais il y en a pas un, il y en a deux. Et il m'a dit mais on fait comment? Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, devenir parent, c'est sans doute la plus grande responsabilité qui se présente dans la vie d'un adulte. Et pour certains, cet événement arrive beaucoup plus tôt que prévu. Nos invités sont devenus parents à l'âge de 17 ans. Comment ont-ils réagi au moment de la découverte de cette grossesse précoce? Quelle a été la réaction de leurs proches? Et puis, comment ont-ils trouvé l'équilibre entre leur vie d'ado et leur rôle de parent? Autant de questions auxquelles nous répondrons avec ces 4 jeunes gens et une psychologue, des rencontres que j'avais très envie de partager avec vous. Bonjour. 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 Enchanté, Frédéric. Sophia. Bienvenue. Il y a un porte-manteau juste derrière. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Enchanté. Bonjour. 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 Enchanté. Bonjour. Merci d'être là. Je vous laisse poser vos affaires. Et merci de venir partager votre expérience. Vous ne connaissez pas, mais vous avez tous un point commun. Vous êtes devenus parents à l'âge de 17 ans. On peut dire que c'est extraordinaire. Oui. Oui, vous confirmez? Allez, venez. Alors merci à tous d'être là. C'est vrai que je disais que vous avez vécu une expérience extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, puisque vous êtes devenus parents, très jeunes, puisqu'en fait vous aviez tous 16 ans quand vous l'avez appris. Et donc on se pose beaucoup de questions évidemment. Pourquoi vous êtes devenue maman à ce moment-là? Est-ce que c'était volontaire? Comment vous avez réagi? Quelles étaient les questions que vous posiez? Et puis il y en a qui sont des parents d'enfants, puisque vous avez 24 ans et vous êtes parents d'enfants qui ont 7 ans aujourd'hui. Donc merci de venir pour échanger vos expériences. Parce que c'est vrai que Emeline, vous, c'est tout récent. Oui. Vous avez 17 ans et vous avez accouché au mois d'octobre. Octobre le 16. C'était des jumeaux. Des jumeaux, 2 petits garçons. Voilà. Et donc, du coup, j'ai presque envie d'avoir la réaction des autres parents qui sont là, parce qu'ils ont vécu cette situation. Ah oui, bon, sauf qu'elle en a 2, je pense que Voilà. c'est quand même pas pareil, 2 en même temps. Bon, et donc, dans votre cas particulier, à quel moment vous avez découvert que vous étiez enceinte? Bah, je l'ai découvert, j'étais enceinte de 4 mois et demi, 5 mois, donc j'ai fait un déni en fait. Un déni de grossesse? Ouais. Et en fait, bah, je l'ai découvert parce que bah, je me sentais pas bien. Mais pour moi, c'était juste un mot de ventre comme ça. Mais j'ai quand même décidé d'en parler à mon copain. Et on a décidé de se rendre à la PMI en fait, de Valenciennes. Donc de là-bas, ils m'ont fait tous les examens possibles, donc les prises de sang, analyse d'urine. Et quand elle m'a mesuré mon ventre, en fait, elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc elle m'a envoyé le lendemain matin faire directement une échographie. Donc le lendemain matin, au lieu d'aller à l'école, bah, je suis partie faire l'échographie. Donc la dame, elle passe l'appareil au niveau du droite d'abord. Donc elle me dit qu'il y en a un, tout ça. Mais elle voit une autre poche.
Donc de là, un air surpris, elle me dit, bah, il y en a 2. Et là, c'était dur de réaliser quand même. C'est 2 informations en une. Voilà, c'est ça. Donc, Ça fait rire Sophia. Hein. Bah, c'est surprenant, ouais. Ouais. pour tout dire, j'ai pleuré pendant un bon moment quand même. Hein. J'ai eu la peur, l'appréhension. Tout. C'est quoi les peurs qu'on a à ce moment-là? Déjà, la réaction de la famille, parce que j'étais jeune, j'avais quand même 16 ans. De mon copain surtout. Plein de peurs, comment je vais faire, comment je vais pouvoir m'en sortir avec 2, sachant que je suis toute seule. Enfin, toute seule, je suis jeune surtout. Est-ce que ma famille va me soutenir aussi? Et on verra comment vous avez répondu à Voilà. certaines de ces questions. Et puis, ils sont là pour répondre à d'autres questions que vous posez. Et dans votre cas en particulier, quand vous parlez de la famille, vous parlez de vos frères. Oui, mes frères, parce que j'ai perdu mes parents tôt. Quand vous aviez quel âge? J'ai perdu mon père en 2011, j'avais 11 ans, et ma mère en 2014, j'avais 14. Donc c'est mon grand frère Alexandre, de 29 ans, qui nous a recueillis, moi et mon petit frère de 14. Donc une situation très particulière. Oui. Et on verra encore une fois aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être là? Pourquoi c'est important C'est de le pour faire raconter? passer un message à toutes les jeunes mamans, et pour aussi raconter un peu mon histoire, et avoir aussi des avis de personnes qui sont passées par là avant moi. Mhm. Donc pour aussi me conseiller d'un côté. Quoi. Bon, j'espère qu'ils auront des conseils. En tout cas, ils ont l'expérience que vous avez vécue. Margot et Kevin, à quel moment vous avez découvert que vous étiez enceinte? Alors, à 16 ans aussi. C'est pareil, je me sentais pas bien depuis un moment, au moins un mois. Mais j'étais vraiment à milieu d'imaginer que j'étais enceinte. Alors, vous dites ça et en même temps, est-ce que vous vous protégiez à l'époque? Pendant un an, oui. Et puis après, on a utilisé des méthodes alternatives. Alternatives, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je faisais avec le calendrier, en fait. D'accord. Donc- Mais c'était quoi, pour des raisons d'économie, par exemple? Ouais, c'était pour des raisons principalement d'économie. On dit que ça coûte moins cher que les préservatifs. Voilà. Voilà. Et puis, ça faisait un an qu'on était ensemble, donc... Parfait, vous savez, la question qui est derrière ça, en fait, hein, c'est de savoir à quel point vous en aviez envie ou pas. Ah, ouais, alors non, franchement, c'était de l'irresponsabilité. On peut dire ça. comme ça. Franchement, on pensait que ça allait marcher. Moi, je connaissais plusieurs adultes qui fonctionnaient comme ça puis depuis plusieurs années et qui n'avaient pas de bébé. Elle avait eu des problèmes avec les moyens de contraception, hein, au niveau des pilules, etc. Mhm. Et puis, c'est vrai que moi, je ne voyais pas pourquoi elle devait en fait subir un autre moyen de contraception qui peut-être allait la faire réagir. Donc, je l'ai suivi dans ce sens-là. C'est vrai que... Donc vous dites, on a pris une méthode alternative. Vous dites en rigolant, pourquoi, en fait? Pas parce que c'était ridicule. Parce qu'apparemment, fait, ça n'a pas marché. C'était une sorte d'agenda, en fait. Hein. Exactement, en fait. Bon, pour ça, il faut être régulière. C'était pas du tout mon cas, donc forcément, ça marchait pas. Et puis, en fait, l'histoire, c'est de se protéger pendant la période à risque d'ovulation. Mhm. Est-ce que vous vous rappelez la réaction de Kevin quand vous lui avez annoncé? En fait, je suis arrivée le matin, on était dans la même classe au lycée, donc. Vous étiez en première. Oui. Donc je suis arrivée à 8h, on commençait à 8h15. Directement, je lui ai dit. Enfin, on s'est mis dans un petit coin isolé. Et puis il n'a rien dit du tout. Moi, j'osais rien dire. Donc après, on a eu les cours toute la journée. Sans- Et vous vous rappelez d'avoir rien dit du tout? Moi, je me rappelle, c'était le 16 décembre de 2008, du coup. Parce que c'était l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis. Et puis, c'est vrai qu'en me levant le matin, je me disais plutôt, je vais voir mon ami qui fête ses 18 ans aujourd'hui. Et quand elle m'a annoncé ça, c'est vrai que ça m'a sorti de, entre guillemets, cette euphorie de l'anniversaire de mon ami, au fait qu'on est en train de me dire que je vais devenir papa. Et bon, c'est quand même... du coup, c'est un changement drastique au niveau de l'émotion. Hein. Et c'est là que tout de suite, en fait, il y a la réflexion qui est partie. Et moi, je ne me suis pas vraiment rendu compte, mais c'est vrai que je me suis vachement renfermé sur moi-même. Et vous vous rappelez des questions de ce jour-là? C'était à peu près les mêmes questions Evelyne. qu'elle a mentionnées. C'est vrai que je me suis dit, mais mes parents, comment ils vont réagir? Comment est-ce que je vais faire pour aller de l'avant au niveau de mes projets de vie? Notre relation, comment ça va se passer? Puis j'essayais de me projeter dans le futur pour essayer de voir mais comment on va faire. La question Simplement. économique aussi, c'est ça? La question économique, c'est clair, on était les deux lycéens, et puis on habitait chez nos parents respectifs. Donc, moi, je ne me voyais pas en plus partir de chez mes parents à ce moment-là. Parce que j'en avais effectivement pas les moyens, mais j'étais pas du tout préparé. À non plus 17 à ans. ça. Ouais. Exactement. Donc beaucoup de questions, on verra comment vous y avez répondu. Parce qu'en tout cas, vous avez le sourire, donc ça donne des petits éléments de réponse. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, votre enfant, c'est une petite fille. Une petite fille. Elle a 7 ans. Mhm. Et on verra qu'il y en a un deuxième Oui. depuis. Donc vous êtes de jeunes parents à 24 ans. Sophia, Oui. donc vous, quel contexte au moment où vous découvrez que vous êtes enceinte? Là aussi, vous avez 16 ans. Ouais. Vous habitez Marseille. Oui.
Et vous avez une enfance particulière, vous avez grandi dans un foyer. Exactement. Moi, j'ai grandi à l'aide sociale à l'enfance, donc ça n'a rien à voir avec Emeline. Moi, quand je l'ai appris, étonnamment, je m'y attendais pas non plus parce que, en fait, dans cette période-là, je m'étais dit, bon, c'est pas le moment, je vais essayer de travailler, de réussir professionnellement. Et en fin de compte, je l'apprends et je vais faire une prise de sang. C'est positif. Donc, sur le coup, avec les émotions, je ne comprenais pas. Positif, négatif, c'est quoi? Et elle me dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes enceinte. Voilà. Et je la regarde et un grand sourire. J'étais super contente. Et du coup, je suis sortie du rendez-vous, les papillons dans les yeux et tout. Et puis, je n'ai pas eu aussi ce questionnement des parents parce que je n'ai pas grandi avec eux. Et puis, en même temps, je ne leur ai pas tellement laissé le choix. Parce que ça me regardait moi et ça engageait que ma décision à moi. Donc... Et à 16 ans, vous vous sentiez prête? Ouais. Bon. Ouais. Et on verra effectivement à quoi vous avez dû faire face. Et oui. Parce qu'évidemment, il y avait donc la première réaction, les projections, les peurs, et puis la réalité des choses. Atina, vous êtes psychologue clinicienne. Vous êtes spécialisée dans la question de l'enfance, l'adolescence, la famille. Déjà, votre sensation quand vous écoutez ces jeunes parents, ça nous confronte à quoi? Au passage de l'enfance à l'âge adulte? Aux responsabilités? L'adolescence, oui. Après, c'est certain que le point commun, c'est d'avoir eu ce désir de grossesse et de le mener à terme. Ce qui diffère un petit peu, c'est les histoires de vie qui font que pour certains, c'est un mal pour un bien et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué avec le questionnement familial qu'il y a derrière. Alors, avant de parler de ça, là, vous nous avez donné envie de connaître votre histoire. On va faire un petit flashback pour savoir quel genre d'adolescent vous étiez avant que vous arrive cet événement. Donc, votre rencontre à tous les deux, donc vous habitez en Suisse, et est-ce qu'on peut parler de coup de foudre? Ah oui. Je pense que oui, parce que c'est vrai que nous, on s'est mis ensemble 2 semaines après s'être rencontrés. Et, Vous aviez une passion commune, c'était quoi? Les danses latines. Tout à fait. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en fait pendant la visite du lycée, le premier jour. Dans notre classe, on était quoi? Je sais plus, 25, quelque chose comme ça, puis il y avait 5 filles. Et au début, j'en avais vu 2 ou 3, mais il y avait vraiment que des mecs. Et puis j'étais avec mon ami que je connaissais déjà avant, hein, celui qui avait le fameux anniversaire. On dirait que c'est de sa faute maintenant. Presque, ouais. Non, mais on faisait de la visite, puis c'est vrai que tout le monde était habillé en noir. Et pour moi, elle est vraiment sortie du lot, parce que je me rappelle comme si c'était hier, elle avait un bandeau orange, un t-shirt orange, un pantalon blanc et des sandalettes blanches. Vous n'imaginiez pas ce matin-là, en vous habillant, que ça allait provoquer cet effet-là? Ah bah non. Et puis c'est vrai que après, moi, je l'ai trouvée super belle. Puis depuis ce jour, en fait, je me suis... Les 2 premières semaines de lycée ont finalement été autour d'elle, quoi. Enfin, je voulais la connaître, vraiment. Et puis un jour, en cours, en fait, j'étais en train, moi, d'écouter de la bachata. Je ne connaissais pas ce mot. Bachata, c'est une danse donc... Le slow latino. Voilà, c'est une danse dominicaine. D'accord. Puis elle me dit, mais t'écoutes quoi? Puis je lui ai dit, de la bachata. Puis elle me dit, ah, moi j'ai fait des cours de bachata. J'en faisais encore. Dites la vérité, vous faisiez exprès d'écouter ça parce que vous saviez qu'elle avait fait des cours? Alors, honnêtement, là, non, justement, sur le moment, moi, je ne trouvais pas vraiment d'ouverture pour vraiment aller vers elle. Mais c'est vrai que quand elle m'a dit ça, pour moi, c'était parfait. Du coup, la réaction que j'ai eue, c'est parfait. Alors tiens, je lui ai donné Tu me l'as planté dans l'oreille. un écouteur. Je lui ai dit, danse avec moi. Et c'est vrai que sa réaction m'a donné espoir dans le sens où elle est devenue rouge écarlate en dansant avec moi. Et finalement, le soir, j'ai pris la décision de lui écrire. Et je la raconte ou pas? Vous n'attendez pas la réponse, alors allez-y. C'est vrai que ma façon mon approche était digne d'un enfant de 10 ans, je pense. Donc c'est un peu, ça vaut le petit papier qu'on fait pas circuler dans la classe, quoi. Et là, par contre, je lui ai dit, en fait, moi, c'est le truc, c'est que tu me plais depuis le début, depuis le premier jour. Et là, elle m'a dit qu'en fait, c'était la même chose. Elle vivait la même chose de son côté. Donc voilà, quoi. Donc le lendemain, on s'est vus, le 11 septembre 2007, puis c'est là que notre relation a commencé. Bon, vous n'imaginiez pas l'un et l'autre, à ce moment-là, tout ce qui allait se passer dans vos vies? Ah non, vraiment pas. Du tout. Et donc, avant d'avoir votre version, effectivement, de cette réciprocité, je vais avoir les réactions des filles. Là, on est dans une comédie romantique. Ouais. Là, on est d'accord qu'on est à Hollywood. Là, est-ce que tu peux danser dans le couloir? Vous allez inspirer beaucoup de gens. Hein. Et donc, vous, de votre côté,
il y a une réciprocité dès le départ. Oui, ben, la même chose. Dès que je l'ai vu, il me plaisait beaucoup et puis j'avais envie de le découvrir. Donc forcément, ça m'a fait super plaisir quand il m'a écrit. Et puis après, en fait, les choses se sont déroulées super naturellement. On se voyait tous les jours parce on était dans la même classe. Et puis après, on se voyait après les cours. Et si on pouvait, on se voyait aussi le week-end et pendant les vacances. Donc vous êtes tombé amoureux. Oui. Et c'est réciproque. Et vous êtes quel genre d'élève, par exemple? On va voir l'importance des études dans votre vie à ce moment-là, finalement. Bon, moi, j'ai toujours été bonne élève depuis toute petite. Donc là, je commençais le lycée, j'étais contente. J'avais choisi des options scientifiques. Et puis, je voulais aller faire une école polytechnique après, ou l'université. Mais en tout cas, je savais que je voulais poursuivre des longues études. Et vous, Kevin? Alors moi, je savais, avant même de commencer le lycée, c'est que je voulais faire l'université en sciences du sport. Et avec deuxième branche espagnole. D'accord. Donc ça, on a un peu un portrait de vous avant l'arrivée de cette annonce, de cet événement. Donc vous êtes ensemble, vous êtes amoureux, vous êtes plutôt... vous avez des activités de votre âge, vous faites la fête, etc. J'essaie de vous imaginer et de savoir si, à un moment donné, dans cette relation qui dure 1 an, vous avez parlé d'enfants. Oh non. Je disais tout le temps que je voulais pas d'enfants plus tard. Moi, oui, je voulais. Ah oui, Lui, il en voulait une équipe de foot, il disait en rigolant. Oui, non, moi, je voulais vraiment des enfants. J'ai toujours eu envie, dans un futur lointain, à l'époque, d'avoir des enfants. D'accord, donc c'était un projet dans votre tête pour un jour. Voilà. Vous disiez plutôt pas. Et vous vous étiez quand même présenté vos parents avant l'événement? Les miens, tout de suite, après le début de notre relation. Ouais, je crois que c'était la semaine même. La même semaine. Il venait tous les jours à la maison, presque. Mes parents, ils l'adoraient. Maintenant encore, hein. J'espère. Oui. Et donc, est-ce que vous avez la même typologie de parents l'un et l'autre? Non, pas du tout. Non, alors justement, moi, mes parents, j'étais dans l'optique de leur présenter la femme avec qui j'allais emménager. J'allais vraiment avoir un projet de vie. Et à l'époque, c'est vrai qu'à 17-18 ans, on ne se dit pas qu'on va avoir un projet de vie. Donc moi, je ne me sentais pas prêt encore vraiment de lui présenter en fait, ma petite copine, finalement. Donc c'est vrai que moi, je l'ai fait en fait un peu plus très tard. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure comment, encore une fois, c'est arrivé et comment vous avez réagi. Mais juste auparavant, Sophia, vous, dans votre histoire, donc dans le contexte où tout ça arrive, vous êtes, on l'a dit, plutôt autonome. Ouais. Vous êtes dans la restauration. Et donc, à ce moment-là, je vous pose la question à nouveau, c'est quel genre de vie vous avez? Est-ce que l'idée d'être maman est quelque chose dans un coin de votre tête? Oui, toujours. Oui. De par mon vécu, le fait que j'ai pas eu mes parents qui étaient présents, donc oui, forcément. Puis c'est moi qui ai élevé mes petits frères, donc voilà, donc forcément j'avais ce côté maternel. Donc vous êtes une adolescente différente des autres. Ouais. Et vous vous sentez différente à l'époque? Bah oui. En quoi? Déjà, quand on est à l'aide sociale à l'enfance, on est différente des autres. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire que quand on va à l'école, même si on va à l'école, on entend souvent le récit, oui, moi, c'est papa, maman qui va me chercher. Moi, non, c'est mon éducatrice, mon éducateur, et je rentre au foyer. Donc, c'est deux choses différentes. Et c'est difficile d'expliquer à d'autres enfants que, par exemple, le week-end, moi, je ne vais pas chez mes parents, mais je vais en maison de campagne, profiter avec d'autres enfants qui sont dans la même situation que moi. Donc oui, on se sent différente, ça, c'est sûr. Et vous direz quoi? Plus mûr? On est obligé. Déjà, le fait d'être confronté à la réalité, de se dire que ces questions-là peuvent être posées à l'école. Donc, rien que ça, déjà, il faut une certaine maturité, un certain recul. Et donc, dans cette période-là, où vous travaillez déjà, vous avez 16 ans, vous avez un amoureux à ce moment-là? Ouais. Mais je pense que l'amour était à sens unique. Vous êtes amoureuse? Ouais. Ça vous fait rire, au moins. Au moins, ça, c'est bien. Ouais, avec le recul, voilà. Vous en êtes conscient, d'ailleurs, à l'époque, que c'est à sens unique? Non. J'ai envie d'y croire. Voilà. Je me dis, c'est peut-être lui, le prince charmant, qui va me dire, écoute, je serai là auprès de toi. Et au final, non, c'est pas ce qui s'est passé pour moi. Bon. Est-ce que c'est une période où vous vous protégez, justement, pour essayer de comprendre Alors, à au quel point début, c'est un on se accident? protégeait, oui, effectivement, on se protégeait. Puis après, on s'est montré l'un à l'autre que voilà, il n'y avait pas de risque. Donc, au fil du temps, on a fait des analyses. Et voilà. Et vu que j'étais jamais tombée enceinte jusqu'à ce fameux jour, voilà, c'est la seule fois où... Il n'y a pas de risque d'attraper des maladies parce que vous dites on fait les tests, ouais. C'est ça? Mais du coup, la question de la grossesse, vous avez la sensation... Parce que c'est un peu flou, vous vous en rendez compte en le disant? Ouais.
En fait, oui. On se dit que ça On le arrivera sait, aux autres. mais voilà, Vous dites quoi? c'est ça. On se dit que ça arrive qu'aux autres, en fait. Quand on est ado, on s'imagine pas du tout... Enfin, peut-être qu'il y en a que oui, mais on s'imagine pas tomber enceinte, vraiment. Enfin, c'est un truc d'adulte. Du coup, tant qu'on n'est pas enceinte, on peut pas vraiment réaliser qu'on peut tomber enceinte. Que c'est alors possible. en fait, on peut très bien. Mais dans votre cas, Sophia, il y avait cette ambiguïté qui était si ça arrive, Voilà, quand même. ouais. Emeline, dans votre cas particulier, je rappelle que vous avez 17 ans et que vous avez accouché il y a quelques mois de jumeaux. Voilà. Et donc, alors c'était quoi votre situation d'adolescente? Bah, déjà, quand mon père il est parti, en fait. Quand vous dites parti, il était décédé. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez quel âge? J'avais 11 ans. Donc, quand il est parti, ça a tout de suite été un chamboulement pour mes frères, pour moi. Et on n'avait pas le choix, c'était de s'entraider. Même quand ma mère après est partie, la relation avec mes frères, elle s'est vraiment ressoudée. Et quand j'ai rencontré Corentin, c'était un peu grâce à mon petit frère, parce qu'en fait, c'était un ami à mon petit frère, donc c'était dans la même classe. Donc vous êtes lycéens tous les deux à ce moment-là? Oui. Donc j'ai été le rechercher avec mon petit frère, et en fait, je l'ai ramené à son bus. Mais au moment où je l'ai ramené à son bus, en fait, il faisait noir, c'était en hiver. J'ai failli tomber 2 fois du trottoir. Et heureusement qu'il était là, parce que sinon, je me serais retrouvée vraiment par terre. Donc, on avait déjà des petits, des petits moments de complicité, même s'il y avait des gens, quoi. Et quand il est reparti, il m'avait tout de suite envoyé des messages. Et de là, on a continué par message, par appel, et en fait, on a décidé de se voir le lendemain. Mais ça s'est passé en 2 semaines de temps, notre rencontre même pas, quoi. Là aussi? Ouais, comme eux. En fait. 2 semaines, donc on peut dire un coup de foudre. Ouais. Et une relation très fusionnelle. Oui, beaucoup fusionnelle. Ça veut dire quoi, fusionnelle, dans votre bouche? On se voyait tout le temps. Après l'école, soit si moi je finissais plus tôt, il venait me rechercher. Si lui finissait plus tôt, c'était moi qui l'attendais. Le week-end, on se voyait. Pendant les vacances, on passait nos vacances ensemble. C'était comme... Voilà, comme eux. Comme Margot et Kevin. Ouais. Et donc, je leur ai posé la question, parce qu'on est là pour parler de ces enfants qui sont nés. Si vous protégiez, alors dans votre cas, c'est très particulier? Ouais, en fait, on se protégeait, mais une seule fois, la toute première fois, de toute façon, c'était sans se protéger. Et comme c'était, pour moi, c'était la première fois, pour lui aussi. Et comme on était jeunes, pour moi, c'était pas quelque chose que je pouvais envisager. En fait. Et vous aviez quel âge, donc, à ce moment-là? J'avais 16 ans et demi. 16 ans et demi. Ouais. Donc, on va voir effectivement comment vous avez appris, parce que c'était au bout de 4 mois et demi déni de grossesse. Ouais, 4 mois et demi. Alors, Margot et Kevin, vous avez pris la décision quand même de faire un test de grossesse. Pour quelle raison? Parce que ça faisait 3 semaines que je vomissais tous les matins. 3 semaines. En fait, le truc, c'est que ça a coïncidé avec une épidémie de gastro, donc moi aussi, j'étais malade. On était un peu tous malades. En fait, un matin, je me sentais toujours pas bien, vraiment, le matin. Et je prenais mon petit déjeuner avec mon papa. Et puis, je lui disais, une fois que j'ai mangé une tartine, ça va quand même mieux. Puis il me dit, ah bon, mais c'est comme maman, donc en parlant de ma maman, quand elle avait ses nausées, elle prenait une biscotte le matin avant de se lever, et puis ça passait comme ça. Puis du coup, dès le lendemain, j'ai fait ça, puis je me suis dit, ah, c'est incroyable, c'est la même méthode que pour les nausées de maman. Et puis après, je me suis dit, mais en Avec fait... l'ironie dramatique, quand on connaît la suite de l'histoire. Exactement. C'est vrai que la phrase est drôle. Et puis du coup, comme ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, justement, à ce moment-là, parce que la pensée traverse votre esprit pour la première fois, voilà. vous dites quoi? Vous êtes dans quel état d'esprit? Mais je commençais à réfléchir et à me dire, mais en plus, bon, j'étais pas régulière, mais ça faisait quand même beaucoup de retard, donc... Ça faisait beaucoup d'indices. Voilà, c'est ça. Mais j'avais pas très envie d'y réfléchir non plus. Et justement, vous vous dites quoi dans votre tête quand elle évoque ça? Est-ce que les questions commencent? Non, justement, parce qu'on n'y croyait pas, on était là, oui, fais un test, quoi. Même ça m'embêtait d'aller acheter un test, alors que je me suis dit qu'il allait être négatif. Pourquoi faire? Ça coûtait super cher pour une ado. C'est ça. Et vous, Margot, alors donc vous êtes seule au moment où vous découvrez, avant de lui annoncer. Oui. Donc vous vous rappelez de ce qui se passe en vous? Oui, en fait, j'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais d'abord lu toute la notice et puis il disait qu'il fallait être à jeun le matin. Donc du coup, je devais attendre le lendemain matin. Et puis quand j'ai vu le résultat, comme j'avais lu la notice toute la nuit, j'étais sûre J'ai bien compris. que c'était pas très compliqué, 2 barres. Donc il disait que ça pouvait être un petit peu trouble, puis c'était pas sûr, mais là c'était vraiment 2 barres nettes. Qu'est-ce que vous avez dit dans votre tête à ce moment-là? En fait, là c'est toutes les questions. C'est instantané. Ouais, c'est vraiment crescendo, plein de questions, et les questions amènent d'autres questions. Donc c'est le matin même où vous allez le dire à Kevin? Exactement, oui. Un quart d'heure avant de rentrer en classe. C'est ça. Et donc justement, vous dites dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez une crainte, une peur, une appréhension de lui dire?
Oui, c'était quand même ma méthode. La méthode alternative. Voilà. Donc, je me sentais un peu responsable. Je me suis dit qu'il allait peut-être être fâché ou j'avais peur qu'il pense que j'avais fait exprès. Et puis, dans les premiers instants, je me suis imaginée commencer à la raconter à mes parents, à mes grands-parents, qui étaient toujours tous fiers de moi, de mes études, de mes projets. Et puis, c'était pas possible d'imaginer leur raconter. Alors, pour moi, le plus simple, c'était de ne pas y penser et puis d'essayer d'éliminer cette histoire. Donc, pour moi, je m'imaginais pas à ce moment-là vraiment poursuivre cette grossesse. Et puis, quand j'ai vu sa réaction... je ne parle pas pendant la journée. Voilà, pour moi, ça voulait dire que c'était très négatif, que c'était la fin du monde. Et puis, je me suis dit que je n'allais pas pouvoir poursuivre cette grossesse toute seule. Alors, quels vont être les premiers mots de Kevin à la fin de la journée? J'ai vu qu'il était inquiet, donc qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète, que ça allait être un très mauvais moment à passer, mais qu'on allait aller faire un avortement, en fait. Et puis, c'est là qu'il a eu une réaction très forte. Il me dit non, mais tu te rends pas compte ce que c'est qu'un avortement. Moi, je peux pas faire ça. J'y penserai toute ma vie. Oui, alors moi, en fait, par rapport à cette question-là, moi, je me suis jamais posé la question de l'avortement. Moi, j'allais avoir cet enfant. Donc, pour moi, la question ne se posait même pas. On allait être maman et papa. C'était clair et net pour moi. Avant, on a parlé de peur. Honnêtement, il y avait pas de peur dans tout ce questionnement, sauf pour une seule question. C'était la réaction de mes parents. Parce que moi, je savais qu'avec elle, ça allait bien se passer. Parce qu'on se comprenait, puis on était sur la même longueur d'onde. Et puis, mais mes parents, je voyais pas comment ils allaient réagir. Moi, ce que j'avais peur, c'est que cette relation que j'avais avec mes parents, elle éclate. Et puis de les décevoir aussi, je pense que c'est ça. Finalement, vous le dites à quel moment et quelle est leur réaction? Elle l'a fait très vite. Moi, j'ai dû vraiment attendre un moment pour m'y préparer. Pas si vite que ça. Pour moi, c'était très rapide. Alors, c'est-à-dire, là, on a vu que tous les deux, vous le savez. On l'a su le 16 décembre et je l'ai annoncé à ma maman le jour de son anniversaire, donc le 7 janvier. Vous avez choisi la date exprès? Non, j'ai pas vraiment choisi cette date exprès, mais c'est tombé... En fait, après le 16 décembre, on en a parlé tous les jours, en fait. Parce que moi, j'avais pas pris de décision vraiment définitive. Pour moi, c'était envisageable si on pouvait poursuivre nos études. Pour moi, c'était la même chose. Hein, Donc, du coup, on a eu à peu près 100 000 idées inimaginables et impossibles pour pouvoir poursuivre des études avec un enfant. Par exemple qu'on allait faire chacun nos études à tour de rôle, un an, pour que l'autre travaille, etc. Ou qu'un seul fasse ses études, et puis ensuite, quand il a terminé, l'autre fait ses études. Comme dans les années 70. Voilà. Mais en tout cas, aucun de nous deux n'allait abandonner. Il ne fallait pas qu'il se sacrifie dans Voilà, il n'y avait pas de... Et finalement, vous le dites à votre maman le jour de son anniversaire. Voilà, en fait. Donc, je lui ai pas dit. En fait, je lui ai écrit une lettre. Et puis, à l'époque, elle travaillait dans un foyer, en fait, pour les jeunes mamans adolescentes. Sérieux? Oui. Donc, elle prenait le train tous les matins pour aller au foyer. Et puis... Alors, c'est étonnant, justement, parce que à ce moment-là, qu'on appréhende la réaction des parents, c'est classique. Mais pour le coup, votre maman était sensibilisée à la question. Exactement. Et donc, pourquoi c'était... Mais j'avais pas peur du tout qu'elle le prenne mal, en fait. L'idée de la lettre, c'était de pouvoir lui dire tout d'un coup. Lui dire que j'étais enceinte, mais pas lui laisser le temps de me dire « mais est-ce que tu es sûre ?» Et directement marquer dans la lettre. On a pris notre décision, on a réfléchi comme on a pu. On s'est renseigné sur les solutions qu'on pourrait avoir. Et puis qu'en fait, je lui demande pas si elle est d'accord, mais que j'espère que j'aurai son soutien. Et elle vous répond comment? Elle m'a dit qu'elle serait toujours là pour moi. Puis elle a toujours été là pour moi. Désolée. Vous n'en doutiez pas, pourtant? Non, mais j'avais peur qu'elle soit déçue. Et votre papa? Mon papa, en fait, le soir, après les cours, tu peux raconter? Je prends la relève. En fait, pour l'annoncer à son père et à son frère et à sa sœur aussi, hein, on s'est donné rendez-vous dans un bistrot. Et c'est vrai que la réaction, elle était
pour moi, en tout cas, je la trouve assez positive. Il y a eu beaucoup d'émotions. Hein. C'est clair qu'ils en sont tout de suite venus à cet état-là. Tout le monde a fondu en larmes. Exactement, tout le monde a fondu en larmes. Pour moi, le fait justement d'être immiscé dans cette nouvelle famille, hein, j'avais un peu peur de la réaction aussi par rapport à moi-même. En fait, il avait peur que mon papa le gifle. Non, mais oui, mais je sais pas, par exemple, il y avait ce genre Vous aviez envisagé toutes les possibilités, dont celle-là. Il était comme ça. Oui, non, mais je me suis dit, mais comment il va réagir? Est-ce qu'il va m'en vouloir? Et puis la réaction, non, était très positive. Et c'est vrai que ça, par rapport à ça, déjà, ça m'avait un peu rassuré. Et votre famille, vous l'avez dit au bout de combien de temps? Alors, il y avait au moins une semaine de différence. Mais moi, j'ai pris la décision de le dire tout seul, par contre. Parce que j'ai essayé de me préparer vraiment psychologiquement à le dire. Mais je voulais le dire vraiment en face. Moi, c'était quelque chose, il fallait vraiment que je le dise en face à face pour qu'ils voient quand même que j'assume ce qui se passait à ce moment-là. Et quels mots vous avez utilisés, vous vous rappelez? Alors, on discutait, puis mes parents me connaissent vraiment bien. Hein. Et ils se doutaient de quelque chose, mais je suis pas sûr qu'ils se doutaient de ça. Alors, je leur ai dit, bon, oui, c'est vrai que vous m'avez dit que si j'avais des problèmes, c'est pas que j'ai des problèmes, c'est que j'ai appris il y a pas longtemps que Margot était enceinte. Et la réaction de mes parents, au début, elle était un peu bizarre, dans le sens où mon père n'a rien dit sur le coup. C'est la tradition familiale, 24 heures de silence. Réflexion. Voilà. Non, alors, ma mère, par contre, elle m'a tout de suite dit, mais tu te rends pas compte, dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu te mets dans des problèmes, tu vas pas pouvoir l'assumer, c'est trop gros. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez cette phrase? Bah, c'est dur dans le sens où moi je l'ai ressenti comme une certaine déception. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont fait nuit blanche à en discuter entre eux. Et le lendemain, la première chose qu'ils sont venus me dire, c'est écoute, nous, en fait, quoi que tu fasses, on va te soutenir. On va toujours être là pour toi. On va faire en sorte que ton projet de vie, il ne change pas. Et que tu puisses simplement ajouter, en fait, ce nouvel événement dans ton parcours. Mais nous, on sera toujours là pour toi et pour t'aider, pour tout, vraiment pour que tu puisses aller de l'avant. Et là, il y a beaucoup de libération aussi, hein. Que ce soit émotionnel, mais aussi au niveau du questionnement. Tout est devenu super clair dans ce que j'allais faire, dans ce qu'on allait devenir. Alors on va voir effectivement comment s'est passée la grossesse et puis comment les gens vous regardaient quand vous étiez si jeunes parents. Sophia, donc vous avez dit tout à l'heure, voilà, ma situation était différente, j'ai grandi dans un foyer, finalement la réaction des parents était moins importante. Il n'y a pas de peur à ce moment-là? Non, la seule inquiétude que j'ai eue, c'était question de l'appartement. Je me dis, oh mon Dieu, comment je vais faire pour trouver un appartement, étant donné qu'il faut 3 fiches de paie, il faut être majeur. C'était plus ça la question. La question pratique. Ouais. Et à qui vous en parlez en premier? Ma meilleure amie, à l'époque, ouais. Ma meilleure amie, et je lui demande conseil, je lui dis, alors à ton avis, est-ce qu'il faut que je lui en parle ou pas, ou j'attends? Elle me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il le saura, donc autant lui dire maintenant. Et c'est ce que j'ai fait, juste après avoir accroché avec elle, je l'ai appelée. Donc vous l'avez dit au téléphone? Ouais. À Je votre lui ai dit, amoureux. t'es tout seul? Il me dit non. Je lui ai dit, tu peux te mettre dans un endroit où tu peux être seul? Et du coup, je lui annonce, et là, la catastrophe. Ouais. Mauvaise réaction. C'était non, je veux rien savoir, tu vas avorter. Et si tu n'avortes pas, de toute manière, tu n'auras pas 1 euro de moi. Tout le contraire de ce que je m'attendais. Au moins, je me disais, au moins, peut-être il va me dire, écoute, je veux pas de toi ou je veux plus de toi, mais je vais assumer l'enfant et je vais réagir comme un homme, enfin, être responsable, mais non. Et donc, du coup? Bah, je me suis dit, OK. Et vu que je suis quelqu'un d'assez fier, donc il suffit de me dire une fois, c'est pas la peine, bah OK, d'accord, je reviendrai pas là-dessus et il n'y a aucun souci. Moi, je te laisse faire ta vie de ton côté et je ferai la mienne de mon côté. Mais je te prouverai que je m'en sortirai sans toi. Donc ça vous stimule Sans demander finalement? d'aide. Oui. Et donc vous allez vivre cette grossesse seule? Oui. Mes premières échographies toute seule. Puis en même temps, j'ai eu une super équipe aussi médicale, vu que j'allais au planning familial. Donc il y a un lien qui se crée, il y a quelque chose qui se passe. Donc forcément, on ne se sent pas toute seule non plus. Puis après, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas eu de famille. Comme on le dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et pour moi, ma famille, c'est mes amis. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est bien entouré, où il n'y a personne qui porte de jugement sur vous et tout, bah,
ça peut que bien se passer. Et alors, votre maman ne vous a pas élevé, mais vous avez ressenti le besoin de lui annoncer. Oui. Pourquoi? J'avais envie de partager ça avec elle et aussi de lui prouver que je serais une mère différente. Voilà. Donc quand je lui ai dit, elle n'y a pas cru. Hein. Je lui ai sorti l'échographie, je lui ai dit si c'est vrai, voilà la preuve. Emeline, donc vous c'était il n'y a pas si longtemps. Non. Encore une fois, ils ont tous 24 et 25 ans maintenant, les enfants ont 7 ans. Vous, ils sont des jumeaux, ils ont 3 mois. 3 mois. Donc vous disiez au moment où je l'apprends, vous êtes dans quel contexte au moment où vous l'apprenez? Quand je l'apprends, déjà, je suis partie faire l'échographie toute seule. Donc je suis sortie de là, j'étais en pleurs. Et derrière ces larmes, il y a quoi? Ce sont des peurs là aussi? Oui, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Comment mes frères vont réagir parce que je suis leur petite sœur, je suis encore un tout petit bébé, donc est-ce qu'ils vont me voir grandir? La première personne à qui vous dites, est-ce que c'est votre amoureux? À mon copain. D'accord, comment ça se passe? En fait, il savait que j'allais faire l'échographie, donc il m'a harcelé de message, il me dit alors. Mais j'ai pas osé lui dire. En fait, j'ai pas voulu lui dire par téléphone. Parce que je savais très bien que moi j'allais encore plus craquer de mon côté. Donc c'est quand on s'est vu en fait du soir, je lui ai dit faut que tu t'assoies, j'ai quelque chose à te dire. Mais elle a dit ça y est, t'as fait l'échographie, t'es enceinte. J'ai dit oui, mais il y en a pas un, il y en a 2. J'ai dit quoi? La question du choix de le garder ou pas ne se pose pas en ce qui vous concerne? Non. Parce que ça se passe à 4 mois et demi de grossesse. Donc, réaction de Corentin? Il m'a pas cru. Donc j'ai dû lui faire voir l'échographie. Et il m'a dit mais on fait comment? J'ai dit ça. Il pose la bonne question. C'est toute une histoire. Il m'a dit mais moi il faut que je le dise à ma mère. J'ai dit moi il faut que je le dise à mes frères. Parce que vous avez 16 ans, il a quel âge à ce moment-là? Il a le même âge. Il a 16 ans Ouais. aussi. Et il m'a dit mais moi il faut que j'en parle à ma mère. Donc je lui avais laissé les échographies parce que sa mère elle l'aurait pas cru. Parce qu'il avait beaucoup charrié sur ça. C'est-à-dire? Déjà à son anniversaire en fait, on avait fait développer une photo d'internet d'une échographie. Mais on l'avait mis dans... Intéressant, ça c'était avant de savoir? J'étais enceinte mais je le savais pas. Donc donc on lui a fait une farce comme ça à son anniversaire. On avait mis l'échographie dans une boîte, machin. Mais c'est incroyable. Et sa mère, quand elle a ouvert la boîte, elle a fait comme ça. Elle a regardé d'un regard tueur en fait. Et sur le coup, nous on a rigolé tout ça. Mais en fait sa mère elle nous a dit faut peut-être pas des frayeurs comme ça, tout des trucs comme ça. Mais bon, c'est parti en rigolade. Et là quand il lui a annoncé, elle a dit ouais, tu m'as eu une fois, tu m'auras pas 2 fois. Et donc il lui a sorti vraiment les vraies échographies avec mon nom, mon prénom. Et sur le coup elle a rien dit. Et en même temps, il m'a envoyé des messages en me disant ça y est, je l'ai dit, elle parle pas. Donc, Elle est de la même famille que Kevin. Donc après, ils en ont parlé tout. Sa mère elle a dit qu'elle serait là, qu'elle trouve ça jeune, mais que pour elle, elle soutiendra son fils et elle me soutiendra moi. Donc ensuite, elle m'a incité à le dire à mon frère. Elle m'a comme donné du courage pour le dire. J'avais vraiment peur de leur réaction, donc je leur ai dit par téléphone et là, conflit total. Des cris de tous les côtés, un affolement. Et en fait, la seule chose, c'est qu'ils m'ont dit rentre tout de suite. Et je suis pas rentrée. Donc c'était une grosse histoire. Donc il m'a déclaré en fugue, tout ça. Mon téléphone, il faisait que de sonner. Toute la nuit, il sonnait. Mais je répondais pas. Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là? Je me suis dit que c'était pas bien ce que j'avais fait, déjà, de fuguer, que j'aurais dû rentrer, mais il y a eu tout. Quand je vais rentrer, comment ça va se passer? Comment il va réagir envers moi? Est-ce qu'il va me rejeter? C'est ça que j'avais peur, parce qu'en fait... Quels sont ces mots à lui? En fait, c'est plutôt là aussi des peurs, des inquiétudes? C'est de la peur. Donc du lendemain, donc du dimanche, je suis rentrée à 8h. Et mon frère il m'a dit écoute, de toute façon, c'est fait. Mais il y avait encore du mal à avaler la pilule en fait. Et dans la soirée, ça s'est mal passé. Donc le lendemain, je suis repartie à l'école. Et pendant un mois et demi, je suis pas retournée chez mon frère. En fait, j'ai été vivre chez ma belle-mère. Donc c'est là que j'ai fait ma demande pour aller en foyer maternel à Cambrai. Avec mon assistante sociale, tout ça. Donc ils en ont parlé avec mon frère, ils ont essayé de nous réconcilier en fait, de repartir le dialogue, mais c'était très dur parce que il était têtu. Donc après j'ai eu un petit conflit avec ma belle-mère. Donc je suis repartie chez mon frère qui m'a accepté, qui a dit tu peux revenir à la maison, voilà. Donc je suis repartie chez lui et 2-3 semaines après, je suis partie à Cambrai. Et entre-temps, avec mon frère, tout s'est remis en place en fait. En fait, il m'a dit que c'était le temps d'avaler la pilule. Donc il a fallu le temps de l'acceptation. Ouais. Mais ça a été très dur pour moi parce que je me suis sentie rejetée alors qu'il me restait plus que, comme j'ai plus mes parents. Je me suis sentie rejetée, abandonnée, délaissée. Même si dans le fond, je sais que il m'aime, parce que voilà. Et dans votre relation avec Corentin? Ça m'a vraiment... c'est lui qui, en fait, il m'a soutenue.
Franchement, grâce à lui, j'ai pu faire la grossesse. Enfin, j'ai poursuivi la grossesse. Alors, on l'a vu, finalement, il y a plein de peurs, plein de questions. Alors, c'est l'inconnu, déjà, donc pour tous les parents, finalement. Il y a la question économique, quand on est très jeune et qu'on n'est pas effectivement autonome financièrement. Et puis, on sent qu'il y a, c'est de ça qu'on vient de parler, c'est la réaction des autres, ceux qui sont importants. Alors, on a vu que c'était plus ou moins fort, selon les personnes, la réaction des parents. Et on se demande bien quelle est la bonne réaction, finalement. Au niveau des familles, ce qui est sûr, c'est que dans notre société actuelle, on fait un enfant, on élève un enfant pour qu'il fasse des études, pour qu'il ait un bon métier, etc. Et c'est un peu dans l'inconscient collectif. Donc l'idée d'avoir un enfant de 16 ans, que notre enfant vient de nous dire bah, écoute, je vais être papa ou je vais être maman, ça voudrait dire qu'éventuellement il pourrait arrêter ses études. Donc tout ce qu'on a espéré pour lui s'effondre un petit peu. Donc on pourrait même penser que les parents pourraient se dire c'est un échec de ma part. Donc la culpabilité des enfants qui sont futurs parents, mais aussi une culpabilité du côté des parents. Et alors comment s'organise la grossesse parce que à ce moment-là vous êtes en première, donc réaction des camarades de classe? Mes vraies copines qui sont restées mes copines aujourd'hui, elles réalisaient pas trop ce que ça voulait dire non plus, mais elles nous demandaient toujours des nouvelles de la grossesse, elles voulaient voir les échographies, elles sont venues à la maternité. Et les autres? Et les autres? Alors il y avait déjà des regards parce que moi j'ai poursuivi la grossesse pendant toute l'année en fait, donc j'avais un ventre, il y avait des rumeurs. C'était quoi les rumeurs? Vous êtes en première, on s'imagine les années lycée. Ouais, apparemment il y a des gens qui pensaient que j'avais fait exprès, que j'avais fait un bébé dans le dos, qu'on n'arriverait forcément pas à assumer. Je dis que c'était pas moi le père alors que biologiquement parlant c'était impossible. Par rapport aux dates, etc. On était tout le temps ensemble, donc c'est... Ce que vous voulez dire, c'est que la situation elle est incongrue pour tout le monde et que d'un seul coup, toutes les hypothèses vont naître. Voilà. Et évidemment, tout le monde a un avis sur la question. Bien sûr, c'est le principe. Hein. Les gens ont un avis même quand on ne leur demande pas. Mais surtout, du coup, il y a toutes les hypothèses. Voilà. Mais souvent des hypothèses négatives. Ah oui, c'est que des hypothèses négatives. En général, oui. Il y a même une fille qui m'a dit mais alors, de face, pourquoi tu gardes ce bébé c'est qu'une crevette. De toute façon, tu vas être une gamine qui joue à la poupée. Quels sont justement les mots qui ont le plus blessé pendant cette période? Moi, la chose qui me surprenait et qui finalement me dérangeait, c'est que quand on l'annonçait à quelqu'un, la première question que les gens avaient, c'est « mais vous allez le garder ?» Ça fait grandir ça, parce que vous êtes très jeune à ce moment-là, être confronté à la rumeur à 16 ans. Ah oui, alors maintenant, les gens ils peuvent dire n'importe quoi. Oui, mais même à cette époque-là, ça dérange. Mais après, on prend assez vite du recul. Et puis c'est vrai que, encore une fois, je pense que nous, ce qui nous intéressait, c'était que nous, on le veuille, qu'on soit les deux d'accord sur la situation, ce qui était vraiment le cas, et que nos familles soient d'accord avec le chemin qu'on a. Donc vous sentiez fort face à la rumeur. Voilà, exactement. Et dans cette période de la grossesse, vous vous souvenez du regard des autres, que ce soit des jeunes de votre âge ou des adultes? Moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que ça se voyait vraiment pas. Jusqu'à les 8 mois et demi, ça se voyait pas. Donc j'ai réussi à cacher, jusqu'aux 7 mois, j'ai réussi à travailler. Ah, quand vous dites réussir, ça veut dire que c'était votre intention? Ah bah oui, si je veux travailler, forcément, je suis obligée de cacher. Donc du coup, j'ai caché. Et après, je pouvais plus. C'est pas mal quand même. Ouais. Ça veut dire quoi? Comment on le cache? On met du noir Moi, ça se voyait pas. Puis je me comportais pas non plus comme une femme enceinte, à dire, à traîner des pattes ou à dire je suis enceinte, c'est une maladie, faites tout pour moi, c'est moi la princesse. Non, donc. Mais j'ai pas eu ce. C'est après en fait, en allant sur Nantes, où là j'ai vraiment vu qu'il y avait d'autres jeunes filles comme moi qui étaient maman très jeunes et c'est moi que ça a surpris. C'est-à-dire? Ouais, j'ai trouvé ça étonnant. J'ai dit c'est hallucinant, il y en a plein, et encore plus jeunes. Donc c'est ça qui est surprenant en fait. C'est de voir que ça existe, qu'il y ait des mamans de 14 ans. Et vous, Emeline, du coup, vous avez vécu 3 mois et demi de grossesse, parce que vous l'avez appris à 4 mois et demi. Donc, dans ces 3 mois et demi, quel souvenir du regard des autres? Déjà, au lycée, ça se voyait pas parce que j'ai fait mon début de grossesse, donc j'avais 0 forme, j'avais pas de ventre, rien du tout. Pourtant, il y en avait 2. Et c'est quand j'ai commencé à le savoir, quand je l'ai su, en fait, mon ventre a commencé à se former tout doucement. C'est fou, hein? C'est-à-dire que vraiment, dès que vous le savez, ouais. d'un seul coup, le ventre se... Ouais, mais dans la rue, j'étais à 6 mois de grossesse. Je suis partie au magasin juste à côté de chez moi et en fait, la dame de la caisse, elle me dit « ça y est, vous êtes bientôt à terme ?» Je dis « non, je suis qu'à 6 mois. »
Comment ça se fait? Il y en a 2. Il y en a 2 à votre âge? Écoutez, oui, peu importe mon âge, j'en ai 2, hein, même si j'aurais dit. Mais quand on réfléchit une fraction de seconde, on voit pas le rapport. Oui, ouais, franchement, à votre âge, 2, ouais. Mais après, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ma meilleure amie, elle m'a dit, il faut que tu te fasses partir. Tu pourras pas, t'es trop jeune, tes frères, ils vont penser quoi? Ton copain va pas rester avec toi, tu vas être toute seule. Tous les scénarios catastrophes. Voilà, tout catastrophe. Et du coup, ça fait que j'ai même perdu ma meilleure amie. Ça faisait 12 ans qu'on était meilleures amies, depuis toute petite. Alors, l'accouchement, c'est un événement pour tous les parents dans l'histoire de l'humanité. Donc, dans votre cas, à ce moment-là, donc vous avez 17 ans. Et comment ça se passe? Moi, j'avais vraiment très peur. J'avais vraiment très peur. Elle a peur de quoi? J'avais surtout très peur d'avoir mal. Et puis finalement, ça s'est très bien passé, en fait. Qui a pleuré? Lui. J'aime bien parce qu'elle le montre du doigt. C'est moi, ouais. C'est quel souvenir, justement, pour vous, cet accouchement? Moi, j'étais absolument au courant de ses craintes, de ses peurs, etc. Parce que moi, je l'ai accompagné absolument à toutes les échographies, à tous les contrôles durant la grossesse. Parce que je tenais à être présent, tout simplement. Et c'est vrai que quand elle m'a dit le travail qui avait commencé, je me suis dit, il faut que je garde en moi, en fait, tout type d'émotions pour essayer de la rassurer, en fait. Et est-ce que vous aviez déjà tout envisagé, les prénoms? Ah non. Alors, En fait, nous, on voulait la surprise. On voulait pas savoir si c'était un garçon ou une fille. Et puis, au moment de l'accouchement... du coup, on avait trouvé qu'un prénom pour une fille. Donc, au moment de l'accouchement, quand la gynéco a dit qu'il fallait pousser, je dis non, on n'a pas de prénom si c'est un garçon. Mais heureusement, c'était une fille. Et donc, elle s'appelle Amaya. Amaya, vous êtes tombés d'accord là-dessus? Ah oui, tout de suite, super tôt en fait. C'est une des premières décisions qu'on a prises. Voilà. L'accouchement, comment ça s'est passé? Ah, moi, ça a été compliqué. Parce que le travail, il commençait, mais ça ne voulait pas plus de 2 cm. Donc, rien à faire. Donc, ils m'ont déclenché 3 fois avec des injections pour provoquer les contractions. Et là, pareil, 2 cm, ça ne voulait pas. Et je perds les os, normalement. Et à un moment, je leur dis, parce que moi, j'avais peur. Comme le disait, j'avais peur de la douleur. Donc j'étais là, oh mon Dieu, mais il faut que je sois une femme, il faut que je connaisse cette sensation enfantée dans la pousser. douleur. Voilà, exactement. Et 4 heures plus tard, c'était non, je ne veux pas en entendre parler, vous allez me faire une césarienne. Je sais que ça existe, donc on va le faire. Et, Je sais que ça existe, je me suis renseignée. voilà. Et il me dit, mais non, malheureusement, on ne peut pas te faire de césarienne comme ça, parce que déjà, tu es très jeune. On va attendre que ça se fasse normalement. Et puis après, à un moment, j'ai vu plusieurs médecins arriver. Et là, j'ai dit, oula, il y a quelque chose qui se cloche. Ils essayaient de me rassurer. Et plus ils me rassuraient, plus je savais qu'il y avait quelque chose. Et ils m'ont dit, bon, on va passer au bloc. Et en fait, ils se sont rendus compte que le cordon ombilical était autour du cou de mon enfant. Donc du coup, la douleur, on ne sent rien. Hein, anesthésie locale. Par contre, c'est après. Après, c'est très, très dur. Mmh. Ouais, donc, vous donnez naissance à un petit garçon? Oui. Qui s'appelle? Adam Milan. Donc, une petite crevette, il est 2,9 kg, tout petit. Et qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on se mais dit c'est de la joie, c'est du bonheur. On a été tout de suite fusionnels, je le lâchais plus, donc du coup, voilà. Bon, on verra comment il est. Aujourd'hui, il a 7 ans. Ouais. Et donc, Emeline, vous allez accoucher de 2 jumeaux, vous avez 17 ans. Donc en fait, moi j'ai fait hospitalisation sur hospitalisation parce que j'avais des fausses contractions, mais ça jouait pas sur mon col en fait. Donc à chaque fois que je me retrouvais à l'hôpital, c'était des perfusions, cachées, perfusions, pour tout arrêter. Et un jour où j'ai eu vraiment des contractions toutes les 2 minutes, donc je me suis dit ça y est, c'est pour aujourd'hui. Donc ils montent en salle d'accouchement et ils font venir mon copain, donc de Cambrai, Valenciennes, en même pas 30 minutes il était là. Et il y avait la blouse bleue, prêt après, hein, il était en panique comme moi. Et au final, tout s'est arrêté. Donc, plus de contraction, puis rien. Il me dit, tu m'as fait venir pour rien. Tu m'as fait mettre la blouse pour rien. Il dit, je l'ai mis une fois. Il dit, la prochaine fois, j'espère que c'est la bonne. C'est pas moi qui décide. Donc, après du samedi, il me faut rentrer au foyer. Donc, de là, le soir, on se paye kebab, tous ensemble, tout se passe bien. Le lendemain matin, je me lève, j'ai perdu du liquide, mais je savais pas c'était quoi. Donc, je pensais juste que c'était normal. Aucune douleur, rien. Puis, je m'en vais me laver. Je ressors. Contraction. J'avais jamais eu autant mal de ma vie. Contraction sur contraction, je crois que j'allais mourir. Donc là,
Bah, mon éducatrice, elle appelle les pompiers, donc ils viennent. Ils m'examinent, ils disent bon, bah, vous êtes à 3 et 4 avec des contractions, on y va. On va où? Bah, vous êtes suivi où? Je lui dis bah, à Valenciennes. Je dis on n'a plus le temps d'aller à Valenciennes, c'est Cambrai, c'est pour aujourd'hui. Je dis vous êtes pas sérieux, c'est pour aujourd'hui. Oui, donc en 7-7, j'appelle mon copain, je dis viens, dépêche-toi. Et en fait, arrivé à l'hôpital, le travail a vraiment été vite. Parce que j'étais déjà à 5 et 6 avec des contractions. En faisant pourtant, l'hôpital, il y avait 10 minutes même pas. Donc de là, ils me disent bah, vous voulez la péridurale? Oui, je veux la péridurale. Ils mettent la péridurale. Vous regardez, là, vous comprenez. Ah non, mais ouais. Moi, j'arrivais, j'ai pas dit bonjour, j'ai dit péridurale. Non, mais c'est ça. Et donc, ils me mettent la péridurale. Au début, ça faisait effet, j'étais soulagée. Mais après, plus rien. Péridurale, rien du tout. J'avais trop mal. Mon copain qui me disait fais pas genre que t'as mal. Tu veux être à ma place pour voir? La médecin, elle se met comme ça au niveau du mur. Elle me regarde, elle me dit bah, avec vous, on n'y arrivera à rien. Il va rester coincé. Hein. Puis je la regarde, bah, c'est tout, ça m'a bloqué, j'ai plus su. Donc elle m'a dit bon, on passe en césarienne d'urgence. En césarienne, donc anesthésie, ça n'a rien fait, j'ai tout senti. T'as eu de la chance de rien sentir parce que moi, alors là, horrible. Et une fois que mon fils est sorti, parce que je l'ai senti au niveau de là, ils me l'ont posé. Ils m'ont fait voir l'autre, et là, j'ai pas arrêté. Mes bébés. J'arrêtais plus, je faisais que de pleurer. Je vais dans la salle de réveil. C'était pour vous particulier, parce que ça faisait à peine 2 mois et demi que vous saviez que vous étiez enceinte. Et en fait, c'était. Et là, ils sont prématurés à ce moment-là. Ouais. Et en fait, c'était. Dès qu'ils sont nés, j'ai eu beaucoup d'amour pour eux. Enfin, c'était. J'ai vraiment ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. C'était peut-être un accouchement, on va dire, avec de la douleur horrible et tout, mais. Au final, c'est que du bonheur, on oublie tout une fois qu'ils sont sur nous. Et maintenant, ils vont bien, ils ont 3 mois et demi. Maintenant, ils ont 3 mois et demi. Leur prénom? Johan et Kailan. Alors aujourd'hui, parce que vous avez surmonté beaucoup d'obstacles, on l'a vu, hein, la sensation de rejet, la peur de l'annoncer aux autres, et puis toutes les questions économiques. Donc vous êtes dans un foyer. Quelles sont les questions que vous posez auxquelles eux peuvent répondre? Peut-être parce qu'encore une fois, ils ont vécu la même chose que vous. Mais c'était il y a quelques années, puisque c'est il y a 7 ans. Leur enfant a 7 ans. Donc quelles sont les questions que vous posez? La chose que j'ai comme peur, c'est jeune que... maman. Comme je vais être jeune et eux, ils vont être jeunes aussi. Est-ce que vous aurez de l'autorité? Voilà, c'est ça. J'ai peur qu'ils prennent juste pour leur copine que pour leur mère, en fait. Alors, la maman copine? Ah non, mais moi, c'est pas maman copine. C'est chacun à sa place. Voilà, faut pas qu'il oublie que je suis sa mère et que lui, c'est mon enfant. Donc, chaque chose à sa place. Est-ce qu'il a 7 ans? Est-ce que lui s'est rendu compte que sa maman était plus jeune que les autres mamans? Oui, à l'école. Quand on vient le chercher après l'étude, Adamila, il y a ta sœur qui est venue te chercher. Ah non, je suis pas la sœur, je suis la maman. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? J'ai la sensation qu'il y a une forme de fierté quand vous dites non, je ne suis pas sa sœur, je suis sa mère. Oui, je l'assume. Je ne me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Bah non, je suis contente, bah oui, forcément. Et vous, est-ce que vous êtes des parents copains? Un peu. Donc là aussi, votre fille a 7 ans. Non, mais je pense que c'est comme les autres parents. On a des moments où on est complice, où on joue, et d'autres moments où on fait le rôle de parent autoritaire et méchant. Non, mais... Pour de vrai? En fait, non, parce que c'est vraiment la question que se pose Emeline. Non, mais Elle a peur de ne pas être prise au sérieux par son enfant. Je lui dis, mais t'es une gamine. Je pense pas, parce que même nous, quand on avait 7 ans, les vieux de 18 ans, ils étaient vieux. Pour ton enfant, je pense que tes enfants, ce sera pareil. Tu seras forcément plus autoritaire qu'eux. Ils vont pas te voir comme une sœur. En tout cas, chez nous, c'est ce qui s'est passé. Elle a réalisé qu'on était jeunes par rapport en fait à la société. À quel moment? À l'école aussi, comme tu disais. En fait, quand les autres enfants disent, ou les autres parents disent, mais c'est ta babysitter ou c'est ta grande sœur? Là aussi, votre fille a conscience de ça? C'est-à-dire que finalement, cette petite fille s'en rend compte. Elle en joue beaucoup aussi. C'est-à-dire? Quand nos parents viennent la chercher à l'école, alors qu'elle les appelle pas du tout comme ça, elle dit à ma mère « grand-mère » pour accentuer le fait que c'est sa grand-mère. Et ma mère, elle vient de fêter ses 50 ans, donc elle a l'air d'être sa mère. Donc elle joue, c'est-à-dire qu'elle a tellement conscience de ça qu'elle joue avec ça, parce qu'elle sait qu'il y a des réactions. Ouais, elle aime bien en fait que les gens soient choqués, ça la fait rire. Une fois, on était au supermarché, puis elle me dit « Ah maman, quand je suis née, tu étais une adolescente ?» Et tous les gens... Donc, ça veut dire que vous lui avez expliqué? On lui a toujours dit la vérité par rapport à tout. Hein. Mais vous vous rappelez du moment où... Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que ça vient de vous? Elle nous demande, par exemple, pourquoi vous êtes aussi à l'école, vu que nous, on est étudiants. Je n'avais pas pensé à cette question. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, c'était drôle. Sa première année d'école, elle était dans une école qui était dans l'université, en fait. Donc, on allait les 3 au même endroit. Et les autres, c'était des profs d'université. Vous étiez tous les 3 au même endroit. Et un jour, j'arrive et je dis « Oh, mais bonjour !» C'était une de mes profs. Puis la Marianne me dit « Mais comment tu la connais ?» Puis je lui dis « Écoute, c'est ma prof. » Mais comment la maman de ma copine peut être ta prof? C'est pas le... Ça l'a perturbée, en fait.
Elle avait 4 ans. Voilà. Mhm. Et puis là, c'est vrai qu'on lui a expliqué que la majorité des gens ont plutôt tendance à avoir des enfants, surtout en Suisse, c'est assez tard, la majorité des gens ont des enfants vers la trentaine. Alors que nous, en fait, on t'a eu à 17 et 18 ans. Alors on a vu tout à l'heure effectivement les questions que vous posiez au moment de l'annonce, hein, les questions légitimes de comment on va faire, les études, on va étudier 1 an chacun, enfin toutes les formules. Et puis finalement la formule choisie c'est quoi? Comment vous y prenez? Alors, moi, j'ai commencé par faire une année de pause. Je voulais avoir du temps aussi avec elle, j'avais envie de l'allaiter, de profiter de mon bébé. Et lui, il a continué tout de suite. Puis l'année après, j'ai repris, j'ai Donc fini vous avez passé le bac, je sais pas si on dit comme ça en Suisse. Voilà, si, c'est ça. Et puis après, je suis rentrée à l'université. D'accord. Et donc financièrement, vous bossez, vous êtes soutenu par les parents, comment vous organisez? Alors, on était un petit peu soutenus par nos parents dans la mesure de leurs moyens. Et puis, ça suffisait pas pour subvenir aux besoins de 2 foyers, parce qu'ils avaient le leur. On avait aussi nos frères et sœurs qui étaient toujours à la maison. Lui, dans sa famille, ils sont 4 enfants, moi 3. Donc, du coup, la première année, quand elle est née, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un appartement. On faisait la moitié de la semaine chez ses parents, l'autre moitié chez les miens. Mais après, forcément, on manquait d'intimité familiale, de notre nouveau cocon, en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé du coup pour avoir l'autonomie? Vous vous êtes mis à travailler en même temps que vous étiez étudiant? Exactement. Du coup, on a réussi à trouver un petit appartement, tout petit, mais pour nous très charmant, qui nous a permis de prendre notre envol finalement. Et dans votre vie de jeunes parents, est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire « Là, je sens que je suis un peu jeune pour répondre à cette question ou pour affronter cette situation » ou jamais finalement? Alors, en tant que parent, non. Vraiment, c'était plus dans la conciliation de nos 2 rôles d'ado et de parents. Mais, Oui, pour l'anecdote, hein, moi, dans mon équipe de foot, il y avait des joueurs qui approchaient la trentaine et qui allaient être papa et qui me posaient des questions à moi, qui avaient 19-20 ans. Comment c'est, alors comment ça se passe, etc. Donc c'est vrai que cette inversion des rôles, finalement, dans l'expérience, était assez amusante. Et est-ce que vous vous sentez différent des jeunes de votre âge qui ne sont pas parents? Oui et non. Alors, moi, je dis toujours, j'ai l'impression que quand je suis qu'avec des jeunes à l'université, ou quand j'étais au lycée, ou quand on sort de temps en temps, je suis une ado. Et puis quand on est à la maison, on est exactement comme les autres parents. On a 2 facettes, en fait. Mmh. Je pense que c'est la plus grosse différence qu'on peut voir avec notre entourage, en tout cas universitaire, c'est que c'est vrai que du jeudi au samedi, ils peuvent se faire un coup de tête, ils sortent, quoi. Alors que nous, on doit quand même essayer de prendre pas mal à l'avance avec l'organisation de la garde des enfants, etc., l'heure, le départ pour pouvoir sortir, pour le moment où on va les récupérer. Finalement, ça, c'est comme tout le monde. Mais c'est vrai que pour les étudiants, ça crée un décalage. Mmh. Sophia, vous disiez, moi, quand j'étais adolescente, finalement, même avant cette naissance, je me sentais déjà différente. Oui. Donc finalement, aujourd'hui, vous avez 24 ans, vous avez un petit garçon qui a 7 ans, Oui. et vous vous sentez toujours différente ou finalement plus tant que ça? Oh, maintenant, non. Puis j'avance dans ma vie et là, vraiment, maintenant, j'ai passé les plus dures années, à vrai dire, quand il est plus petit, mais j'ai eu la chance aussi de trouver un compagnon qui m'a accepté avec mon enfant dès l'âge de 4 mois jusqu'aux 4 ans. On est restés ensemble, on s'est séparés en bons termes et tout. Mais voilà, j'ai eu quand même un accompagnement où je suis tombée sur quelqu'un en or qui m'a épaulée, qui m'a aidée. Voilà. Mais non, puis maintenant, je suis dans l'optique de me dire, voilà, j'ai envie de penser à moi. Mon fils, il a 7 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, maintenant ou qu'est-ce que j'ai envie de poursuivre et de profiter de ce que j'ai pas pu faire avec mes meilleures amies. Elle, quand, par exemple, elles partaient en vacances ensemble et tout, moi, je pouvais pas le faire. Et là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses que je peux faire et je peux rattraper un peu le temps que j'ai perdu. Bon, Evelyne, quelle sensation vous avez quand vous écoutez ces jeunes parents qui ont juste quelques années d'avance sur vous, puisqu'ils ont vécu la même expérience, ils sont devenus parents à 17 ans, et donc ils ont quelques réponses que vous n'avez pas encore? Déjà, ça me donne un peu de confiance pour plus tard, en fait. C'est-à-dire Comment dire? Qu'ils arrivent à faire les 2 et qu'en fait, ils s'en sortent bien, quoi. Mhm. Il n'y a pas de... Que leurs enfants ne leur disent pas « Voilà. Non, attends, ça va, t'es un gamin ». Ça ne leur arrive pas. C'est un truc comme ça. Mhm. Ouais, c'est un peu... En gros, c'est ça. Atina, vous êtes psychologue, qu'est-ce que vous notez finalement comme point commun ou comme différence dans ces histoires?
Alors effectivement, le point commun, c'est ce désir de grossesse qui a finalement pris forme. Mais la différence, qui est quand même importante, c'est qu'il y a autant de grossesses que de femmes. Et que là, cette grossesse s'inscrit quand même... Chacune des grossesses s'est inscrite dans une histoire de vie différente, avec un vécu différent. Notamment pour Sophia, qui tout de suite a été prise d'un enthousiasme et d'un bonheur immense. C'est certain aussi qu'elle fait souvent référence à son enfance qui a pu être un peu difficile pour elle, avec des carences affectives qui ont pu être présentes. Et du coup, en fait, on pourrait éventuellement se dire ce manque d'amour, pourquoi elle aimerait avoir un enfant, mais justement, on peut se poser la question de savoir si on ne transfère pas en fait sur cet enfant, s'il n'est pas un peu l'objet privilégié qu'on privilégie, ou il peut y avoir... Elle va donner tout ce qu'elle n'a pas eu, c'est la sensation. Tout ce qu'elle n'a pas eu, et ce serait cette sensation, ça c'est clair, ça c'est de lui apporter tout ce que j'ai pas pu avoir, une certaine stabilité. Ça peut être des choses toutes bêtes pour d'autres personnes, par exemple avoir un appartement, avoir une chambre. Moi, j'ai pas eu ma chambre. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais qui pour moi ont été très très importantes. J'aurais adoré avoir ça pendant mon enfance, et c'est ça qui me rend fière, c'est de me dire waouh, j'ai quand même réussi, j'arrive quand même à travailler, j'arrive quand même à faire mon rôle de parent, et tout ça toute seule, sans même si je le rappelle, j'ai été entourée quand même, hein, j'ai été bien entourée, mais oui, c'est une forme de fierté et d'admiration. Et forcément, moi, mes copines, elles me le disent, on est admiratifs. Mais je me le dis à moi-même aussi. Ça, c'est super d'être fière. Et ensuite ? Alors, ça peut être soit une réparation, une carence affective, mais aussi soit le projet qu'on mène, parce que finalement, on voit que c'est un couple uni qui... c'est un peu romancé, voilà. Mais ils sont romantiques, on l'a vu dès la première scène. Dès la première scène du film, dans le couloir, vous l'emmenez danser, là déjà. Mais ça fait rêver toute femme, hein, mais oui. Peu importe l'âge. Hein. Mais non, mais c'est certain qu'effectivement, le fait d'avoir un enfant alors qu'on est adolescent et qu'on est en pleine recherche d'identité, ça s'inscrit quand même dans quelque chose qui n'est pas banal, qui représente quelque chose d'important pour ces jeunes-là. Et là, pour le coup, c'est vrai que la famille a été très, très entourante, très maternante, et ce qui a pu leur permettre, effectivement, de mener à bien ce projet extraordinaire. Tout à fait. Alors, il y a autant d'histoires que de personnes, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire ? Moi, j'aimerais que, d'une part, les gens qui n'ont pas eu d'enfants jeunes comprennent qu'on n'est exactement pareil qu'eux en tant que parents. En tout cas, qu'il n'y a pas de préjugés à avoir, parce que je pense qu'il y a des bons et des mauvais parents. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Et puis, chez les jeunes parents, j'aimerais bien qu'ils aillent au bout de leur projet, de leur but, surtout que les femmes fassent des études. et puis voilà. Et se sacrifient pas, vous voulez dire. Voilà, exactement. Mm-hmm. J'espère que le parcours qu'on a fait, la muraille de Chine qu'on s'est créé en fait autour de notre relation, et que d'autres ont fait aussi, soit un exemple à suivre, mais de façon générale pour que tout le monde puisse s'épanouir, quel que soit l'âge à laquelle on devient parent. Est-ce qu'il vous arrive de repenser à ce jour où il vous fait danser sur cette danse en imaginant tout ce que vous avez vécu, parce que vous avez un deuxième enfant? Oui. Tout à fait. Et vous êtes mariés? Oui. On s'est mariés au mois de septembre. D'accord. Donc du coup, 24 ans, vous êtes mariés, vous avez 2 enfants, et vous réalisez cette situation, ce statut? C'est difficile à dire parce qu'encore une fois, on a qu'une l'instant présent. Et puis, C'était pas prévu l'année passée, on savait pas qu'on allait se marier. Donc on savait qu'on voulait se marier, mais après quand, pourquoi, comment c'est vrai que on l'a fait parce qu'on s'est senti prêt au bout d'un moment, puis que c'était le bon moment. Et vous, Sophie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire? Le plus important, je pense, c'est d'être bien entouré. À partir du moment où on a un bon environnement, qu'on est bien entouré, rien n'est impossible et tout est à faire, ça c'est sûr. Rien n'est impossible. Emeline, ça vous va? Comment vous vous sentez après avoir entendu tous ces témoignages? Déjà, ça m'a fait déjà du bien d'être avec des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu, parce que je vis maintenant. Parce qu'on se sent isolé finalement? Oui, qu'ils ont réussi à passer plein d'étapes et qui maintenant sont heureux et épanouis avec leurs enfants en fait. Donc ça me donne encore plus envie d'avancer et en gros ça m'enlève mes peurs, ça m'enlève de tout.
Vous avez fait un beau cadeau alors. Hein. Ouais, franchement, ouais. En tout cas, vous êtes la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour vivre des choses extraordinaires ou faire des choses extraordinaires. Et je voudrais vous montrer quelqu'un qui a 17 ans et qui finalement qui s'est posé des questions qu'on se pose souvent plus tard. C'est l'état de notre planète. Et finalement, il a envie d'agir pour que cette planète soit plus belle et plus saine. À seulement 17 ans, il a fait un documentaire, vous allez voir, un documentaire qu'il a intitulé « Futur d'espoir ». Donc, il n'y a pas d'âge, vous allez le voir, pour vouloir changer le monde. Regardez. Lorsqu'on se rend compte de l'état du monde dans lequel on vit, ça fait toujours un choc. On vit dans un monde un petit peu pourri. Et donc je me suis dit, soit on voit que c'est pourri et on fait rien, et on continue à foncer dans le mur, disons, soit en fait on agit. J'avais 17 ans. Et à l'école où j'étais, on a dû faire un travail de fin de scolarité. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait justement le film Futur d'espoir. Je suis parti donc, avec mon réflexe que j'avais reçu à Noël. Et j'ai été travailler pendant les vacances d'été chez un horticulteur pour en fait financer le matériel pour le son. Je me suis dit, pour rester dans une éthique, je vais faire en vélo. Pour éviter finalement de polluer plus la planète encore. J'ai été voir les maraîchers qui habitent à 1 kilomètre de chez moi, donc des maraîchers bio, des scientifiques, des botanistes, et puis des personnes en fait qui agissent. Le vrai secret, c'est qu'il y a le jardin extérieur dont on a parlé, c'est le jardin intérieur. Donc moi je vais dire à tous, mais cultivez votre jardin intérieur, faites-en quelque chose de magnifique. Le paradis c'est ça. Quel changement que tu veux voir dans le monde? Ce que je voulais montrer, c'était que malgré le fait que notre monde va mal, à côté de ça, il y a plein de choses positives qui sont mises en place par les personnes, par les citoyens. Nous aussi, en tant qu'individus, on a la possibilité d'agir, de faire des petites actions qui auront un impact bénéfique. Et ces petites actions, peut-être, nous amèneront à en faire de plus importantes à l'avenir. Et déjà, prendre conscience qu'il faut changer, ça nous permettrait de déjà faire un pas vers un monde plus sain et plus juste, je pense en tout cas. Elle, lui, eux, vous, nous. Chacun d'entre nous, par nos actions quotidiennes, construisons le monde de demain. Qu'y a-t-il de plus beau que d'offrir une belle planète, une belle vie à nos enfants et à soi-même? Les premières personnes que je souhaitais interpeller, c'était les personnes de mon âge. Il y en a encore certains qui ne sont pas du tout sensibilisés. Nous, on vit dans un environnement et si on le détériore, si on le détruit, c'est nous qui allons en pâtir les premiers. Ça pousse. Et qu'est-ce qui pousse? De l'herbe. Est-ce que vous pouvez essayer de trouver ça avec vos doigts, de regarder avec vos doigts d'où vient ces petits pousses? Le plus important, c'est vraiment de se reconnecter un tout petit peu avec la terre et que la plupart des gens n'ont aucune idée comment est une fleur d'une carotte, par exemple. La première interview que j'ai faite, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors j'étais très stressé, il y avait mon papa qui m'accompagnait. Mais je devais gérer la technique, gérer les questions. Et comme je ne connaissais rien justement à l'audiovisuel, j'ai appris sur le tas, j'ai appris en faisant le film. Justement, à un moment, vous dites que vous avez avancé à contre-courant, vous et votre femme. Je n'ai jamais regretté, jamais. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail, c'est tout. Je suis heureux d'avoir pu faire ça. Oui, il y a une petite forme de fierté, on peut dire. À la base, ça ne devait pas sortir des murs de mon école, ce film. C'était vraiment un projet scolaire et qui n'avait pas vocation à être diffusé comme il l'est aujourd'hui. Et ça me fait très plaisir. Et j'hésite justement, l'année prochaine, après le bac, peut-être de reprendre ma petite caméra et de repartir. J'ai vraiment envie de refaire un film parce que j'ai envie de rester dans cette dynamique-là. J'ai la possibilité d'entreprendre des actions qui peuvent avoir un impact positif, finalement, de manière générale, sur le monde. Je suis impatient d'avoir votre réaction tout de suite, mais pendant le reportage, nous en rejoint mes camarades, Céline, Luc et Marc. Alors Sophia, je ne vous ai pas connue à l'âge de 16 ans, mais j'ai le sentiment que vous étiez une adolescente déterminée. En voilà un autre, Oui. à 17 ans, ça ne vous étonne pas? Non, parce que, au contraire, moi, je suis admirative parce que ça montre encore une fois que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas avoir du recul sur le monde et de se dire, nous aussi, on est capable de faire passer un message et nous aussi, on a un point de vue.
et C'est encourageant. vrai qu'il a une sacrée réflexion quand même, ce garçon. Et c'est encourageant de se dire, voilà, il y a d'autres gens qui, à son âge, ils peuvent avoir cette réflexion-là et de se dire, il y a d'autres jeunes qui peuvent faire ces choses-là dans d'autres thèmes et sur d'autres choses. Donc, et quand il dit c'est l'avenir, c'est la planète de nos enfants, pour lui c'est une formule. Il n'a pas d'enfants, vous avez tous des enfants. Vous y pensez? On se pose ce genre de questions, qu'est-ce qui va se passer pour notre enfant? Déjà, nous, c'est un peu compliqué, notre génération, alors qu'est-ce qui va se passer à la génération de mon fils? Quand vous voyez ce jeune qui... parce que alors, vous étiez très impressionnant, vous êtes des parents, vous avez 24 ans, de 2 enfants, et là il y a un gamin de 17 ans qui n'est pas vraiment un gamin en fait quand il parle. Je trouve que c'est génial. C'est-à-dire qu'il utilise le fait qu'il doit rendre un travail pour faire quelque chose de réellement intéressant et puis des projets de développement qui sont dans le progrès, pas dans... c'est des choses innovantes, des choses neuves. Moi, je trouve que c'est super ce qu'il a fait. Et puis c'est bien aussi qu'il puisse montrer ce qu'il a fait à d'autres personnes que dans le cadre de son lycée. Donc partager. Et donc encore une fois, vous avez appris à 17 ans que vous allez devenir papa. Est-ce qu'on a l'esprit libre pour se préoccuper de la planète? Ou au contraire, on se dit, justement, c'est la planète de mes enfants? Je pense que chaque personne a une vision différente ou met des priorités de manière différente. Mais c'est vrai que lui, à 17 ans, apparemment, c'était quelque chose c'était une de ses principales priorités. Et c'est ça qui est vraiment bien en fait dans son travail, c'est qu'il ne se rend même pas compte de l'impact de ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est ça, parce qu'apparemment lui, il n'avait aucune intention hollywoodienne, si je peux dire ça comme ça. Mais ça prend une envergure qui lui permet en fait vraiment d'exprimer clairement ce qu'il ressent vis-à-vis de cette thématique. Donc Marc a fait... c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est ton petit frère. Mais je l'ai rencontré c'est drôle parce que moi je l'ai rencontré à la fin d'une projection. Alors il faut expliquer, effectivement, Marc lui a fait le tour du monde. Il a quitté une multinationale dans laquelle il travaillait en quête de sens. Il est parti faire le tour du monde, il a rencontré des scientifiques, des chamans, des gens qui étaient dans l'agriculture pour le coup et dans le développement durable. Et il a fait un film que je vous conseille qui s'appelle En quête de sens. Et donc c'est un peu la même démarche, c'est une sorte de... Ouais, j'ai rencontré, il venait juste de commencer en fait, il était venu à la fin d'une projection qui avait lieu en Suisse. Et donc tu l'encourages, j'imagine, à ce moment-là. Ouais, bien sûr, mais je pense que les jeunes, ils ont vu en fait le bluff, ils savent que là, il n'y a pas de place pour eux, on se moque d'eux, et ils sont plus lucides, comme tu disais, que beaucoup de politiciens, même d'autres personnes, ils veulent autre chose. C'est quelqu'un en tout cas qui a, comme tout le monde, qui a une passion, lui c'est le jardinage, il aime le jardinage, et d'une passion, ça lui plaît, il est bon dans ce qu'il fait, et du coup, d'un petit projet, il fait quelque chose qui a un gros impact. Et impact à quel point ? Impact, du coup, donc c'est le documentaire. Moi, je l'ai regardé, donc finalisé, et j'ai halluciné en fait de la qualité du documentaire, parce qu'il y a du fond et il y a de la forme. Alors, les gamins qui sont autour de nous sont parents. Ils aimeraient bien avoir des enfants comme ça. Donc, quel genre d'éducation il a reçu, ce petit ? Alors, il a des parents enseignants, mais surtout, il est dans une école alternative. Il y a différents types de pédagogie alternative, mais ces écoles, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont décidé que l'important, c'est pas celui qui répète le mieux, ce qu'a dit le prof qui compte, c'est de leur donner, confiance en eux, qui est super important, la curiosité et l'esprit critique. Donc il a tellement confiance en lui qu'il écrit à des multinationales dans le reportage. Et c'est ça, oui, dans le reportage. Alors, il dit oui, bonjour, alors j'ai entendu des choses un peu négatives sur vous, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Là, il parlait de trucs d'OGM. Il dit bon, ils n'ont pas voulu me rencontrer, tant pis, du coup, je vais aller parler à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, il a raconté toute sa démarche, en fait. Et ce qui est fort, c'est ça, c'est que c'est incarné en plus, et c'est fait sans jugement. C'est un citoyen ordinaire qui se pose des questions. Et il se posait quelles questions au départ? Et la question, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire autrement? On est tous conscients, on sait aujourd'hui que l'agriculture va mal. On a un agriculteur qui se suicide en fait, tous les 2 jours en France. Donc c'est quand même un métier qui va mal. C'est ceux qui nous nourrissent qui sont en train de se donner la mort, en fait. Et donc c'était de dire, est-ce qu'on peut faire une agriculture qui prenne soin des sols et qui prenne soin de l'humain? Et donc, il va avec cette question un peu naïve, et au final, il rencontre ces maraîchers, il rencontre des spécialistes, des scientifiques qui travaillent sur la question notamment des OGM, des responsables de magasins bio, des grandes sommités. Il a eu des gens comme Raja Gopal, qui est un des leaders des sans-terre en Inde, donc qui a fait des marches avec des millions de personnes, qui a un vrai dans la veine de Gandhi. Il l'a rencontré dans son quartier. Et en fait, comme pareil, on a eu le même type de coïncidences qui n'en sont pas vraiment. C'est qu'il va à Lausanne parce qu'il y avait un rendez-vous justement sur faire de l'agriculture autrement, par rapport aux enjeux du changement climatique. Lui, il dit, je peux vous aider, je suis bénévole, je filme. Et puis à la fin, il va voir le mec, il dit, je peux faire une petite interview, c'est pour mon exposé. Il va voir le mec, il dit, pourquoi pas. Et puis à la fin, il a une super interview très profonde sur justement... Oui, c'est qu'il a de l'audace aussi. Il a de l'audace, forcément. Il est poussé par quelque chose, et du coup, tu peux que dire, oui, il y a quelque
quelqu'un qui est curieux, qui est sincère Et comme ça, et enthousiaste. Et du coup, il a une super interview de cet homme-là. Et en gros, il a vraiment du fond où il est capable de tacler vraiment cette société de consommation, le consumérisme, cette vision de l'agriculture, et d'apporter des solutions concrètes, C'est ça que je vais te pragmatiques. demander, parce qu'en fait, effectivement, les questions qu'il se pose, c'est est-ce qu'on peut faire autrement? Et les questions qu'il y a dans ce documentaire de ce, je fais exprès de dire gamin, c'est de la provoque, hein, ce gamin de 17 ans, c'est quoi les réponses? Les réponses, c'est que, on sait aujourd'hui que l'agriculture, même avec les OGM, c'est pas ça qui va nourrir la planète. C'est un problème de répartition, c'est un problème d'arrêter de gâcher, c'est un problème de faire autrement. On sait que c'est 80% de ceux qui meurent de faim sont agriculteurs. Parce qu'en fait, c'est de la monoculture, on tue la diversité, donc les gens ne vivent pas dignement de ce qu'ils produisent. Alors que si jamais on produit localement des légumes, des fruits, voilà, Diversifié. si on arrive à avoir une forme de diversité et qu'on n'est pas lié justement à tout le lobby des vendeurs de tracteurs, de crédits, tous les intermédiaires, et d'entrants, on peut faire autrement. Donc lui, il arrive à cette conclusion-là, il va même voir des personnes lambda qui ont juste du bon sens. La petite jardinière qu'on voit à la fin, elle est super touchante. Elle explique qu'elle est dans son jardin, elle est au top, elle a de l'abondance, elle fait ses petits trucs. Et puis elle lui lâche quelques petites phrases de sagesse qui a tous, Le jardin en fait. intérieur. Ce jardin intérieur, ça vous parle? Vous qui êtes, encore une fois, jeunes parents, qui devez, j'ai envie de dire, conjuguer la vie d'étudiant, la vie de parent, la vie d'enfant. Est-ce que vous voyez de quoi ça parle quand on parle de jardin intérieur? Moi, j'ai compris vers 40 ans. Hein. Bah oui, je pense qu'elle elle cultive son bonheur comme elle cultive son jardin. Et puis, et voilà, je pense que aussi le succès de ce jeune homme, c'est aussi le fait, comme on dit, qu'il l'a fait à chaque fois de manière très spontanée. Et puis, peut-être qu'une autre personne aurait eu plus de peine à interroger les mêmes, mais en prévoyant tout en avance. Et puis, Avant que tu nous dises ce qu'il a de spécial, ce garçon, et si tu t'en étais rendu compte quand tu l'as rencontré, toi, ça te parle, le jardin intérieur? Parce que tu t'es posé une question. Je trouve que l'image, elle est belle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a aussi des mauvaises graines, entre guillemets, des mauvaises herbes de cupidité, de colère, de peur. Et comment ça, on le cultive? Donc, comment est-ce qu'on les enlève? Comment est-ce qu'on plante des graines de compassion, de tendresse? Toutes ces choses-là, c'est aussi prendre soin de ce jardin-là. Je pense que dans les images, l'agriculture, elle permet de faire des belles images. Donc, je pense que voilà, on a des émotions. On a 80 000 pensées par jour. Il y en a 75 000, c'est les mêmes que la veille. Donc... J'ai même ce qu'il dit comme un fait établi, un truc qu'on apprend. On est un peu, voilà, on est condamné à reproduire un peu notre passé. Donc du coup, c'est important de comprendre pourquoi j'ai des émotions, qu'est-ce que mes comportements sont liés à ce que je pense. Donc d'interroger mes émotions, mes ressentis, c'est quelque chose de très important. Et Céline qui est jardinière, donc approuve. Tu as le sentiment que jardiner, donc être en contact avec la terre, mettre une graine, voir une plante pousser. Son métier. Il y a plein de métaphores avec justement notre existence. Il y a non seulement les métaphores, moi je vais rebondir sur les mauvaises graines. Il n'y a pas de mauvaises graines. En plus, les mauvaises graines au Moyen-Âge, c'était des bonnes graines parce que c'est finalement ce qui reste quand il n'y a plus rien. Donc en effet, cette notion d'émotion, c'est qu'est-ce qui reste au fond de nous, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on va cultiver, qu'est-ce qu'on va développer. Et oui, le travail de la terre, c'est se reconnecter à ses racines, à son passé, à son histoire, puis au temps qui passe, au temps qu'il faut pour mûrir, pour grandir, pour élever un enfant, pour élever une plante. Finalement, tout est intimement lié. Alors justement, magnifique transition. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler de Steven, qui pareil, lui, il avait 12 ans. Et Steven, il allait chez sa grand-mère le week-end, comme beaucoup de jeunes de petits hauts. Et puis chez sa grand-mère, il y avait des poules, il y avait le poulailler, il y avait des plantes, il y avait un récupérateur d'eau de pluie. Donc elle a commencé à l'initier à plein de petits gestes. Ça, c'est pas une poule? Ça, c'est pas une poule. D'accord. Ouais, je vais en parler tout à l'heure. C'est une chouette effraie, une chouette déclochée. Steven, justement, il aimait la nature. Et on lui propose, dans le cadre de son école, au collège, de faire une journée protéger la nature. Il trouve ça super, il faut aller nettoyer, ramasser les papiers, comme on en il trouve ça voit super. plein. Il trouve ça super. Il dit, très bonne idée, mais moi, une journée, ça ne me suffit pas. Je vais créer une école, parce que l'école, c'est le système qu'il connaît. Et, il a 12 ans, il dit, je vais créer une école. Exactement, donc il se met avec sa meilleure amie Lucie, et il décide de se réunir tous les samedis matins pour réfléchir à la nature, à ce qu'ils peuvent faire pour la planète. Donc c'est un peu compliqué, parce que réfléchir... Par quoi on commence? Voilà. Et ils vont à la bibliothèque, parce que par quoi on commence? On va à l'endroit où il y a des sources, et puis là, ils cherchent, ils thématisent, ils cherchent des sujets. Et par chance, ils découvrent déjà la chouette. Donc ils se rendent compte que dans leur village... dans la bibliothèque? Non, elle aurait pu. Il est dans la même bibliothèque Harry Potter, alors. C'était vraiment ça, elle était juste à côté. Ils se rendent compte qu'il y en a dans le village, ils sont dans la forêt de Brocéliande, c'est quand même super poétique. Et ils se rendent compte que cette chouette, elle est menacée. Et elle est menacée pourquoi? Parce que l'agriculture, parce que tous les modèles ont changé, parce qu'on cultive différemment, parce qu'on ferme les clochers des églises, parce qu'on supprime les granges. Et ils se disent, tiens,
première action, on va protéger la chouette des clochers. Comment? Voilà, ils construisent des nichoirs, donc ils font des ateliers nichoirs. Atelier nichoir, paf. Ils invitent les enfants des écoles primaires de la petite ville de 1500 habitants à participer. Donc les enfants s'inscrivent, ils construisent des nichoirs, ils vont les installer, ils vont parler aux habitants en leur disant attention, il y a une chouette chez vous dans votre grange. Préservez-la. Surtout, n'y touchez pas, faites attention, ne mettez pas de grillage, prenez soin d'elle. Donc petit à petit, ils participent à la journée de la chouette. Il y a 5 ans, il y a une journée de la chouette. Oui. Rappelez-moi la date de la journée de la chouette. C'est bientôt là, c'est bientôt. Ça, on peut se promener la nuit, aller écouter la chouette. Non, mais c'est quand même un animal qu'il faut sauver. Elle était clouée sur les portes, je vous le rappelle, au 19e siècle, parce qu'on disait qu'elle attirait le mauvais œil. Donc, alors qu'elle n'a rien demandé, elle. Elle n'a rien demandé, puis c'est grâce à elle qu'on arrive à tuer une grande partie des mulots qui déciment les champs. C'est 95% des rongeurs qui déciment les champs et les cultures. Donc, ils protègent cette chouette, mais pas seulement. Ils vont aller faire des visites autour des mares, dans la forêt. Et de plus en plus d'enfants participent à ces ateliers. Donc c'est tous les samedis matins. Quand il arrive au lycée, parce que maintenant il a 20 ans, Steven. Donc l'association, elle a grandi un petit peu avec lui. Et donc ils ont tous grandi en même temps. Quand ils sont arrivés au lycée, ils se voyaient plus tous les 15 jours parce que c'était un peu compliqué tous les samedis, mais toujours avec des ateliers, toujours avec des enfants, toujours sur des tas d'activités. Par exemple, là, à Noël, ils ont fabriqué des boules de graines qu'ils ont vendues au marché de Noël. Alors, les boules de graines, on sait tous ce que c'est. Oui, bien sûr, rappelez-nous. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous, on a toujours des boules de graines sur notre terrasse en hiver. C'est ça. On les met le matin pour pas qu'elles gèlent la nuit. Et puis comme ça, les oiseaux, ils peuvent manger des graines vu qu'ils ont de la peine. C'est une boule qui est faite de quoi? Alors, c'est de la graisse avec des graines. La margarine et de la graisse, et puis on est fait plein de graines. Et Margot a tout à fait raison, parce qu'elle en met tous les jours. Et il n'y a rien de pire, on en met tous parce qu'on en achète, on trouve ça, on se dit c'est chouette pour les oiseaux, ils ont vraiment besoin de ça l'hiver. Mais en général, on les met, puis on attend, puis on n'en remet pas. Et les oiseaux vont s'habituer, c'est vraiment un problème pour les oiseaux d'arrêter de le faire. Donc là, ils ont appris ça. Donc non seulement ils ont appris à les fabriquer, mais en plus, ils faisaient de l'information pour les adultes qui venaient leur acheter des petites boules de graisse et ils leur expliquaient qu'il fallait surtout continuer à le faire et qu'il fallait nourrir les oiseaux tout l'hiver jusqu'à la mi-mars. Et donc, elle s'appelle comment cette association? Elle s'appelle Petite Nature de Brocéliande. Ça va de 7 à 77 ans. Actuellement, Steven, il a 20 ans. Donc maintenant, il y a à peu près une sortie ou une formation ou un atelier pour fabriquer des nichoirs à insectes, par exemple, une fois par mois. Et lui fait des études de biologie. Donc, tu m'étonnes. Voilà. Mais il fait également du droit. Parce qu'on se posait la question. Pardon? Il fait du droit aussi parce que justement, il veut agir pour la planète. Donc, il essaye de faire les deux en même temps. Bon, vous étiez des parents précoces. Quel genre de regard vous portez sur un activiste aussi précoce? Oui. Bah pour moi, c'est encourageant de trouver des initiatives comme ça. Et personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait ça dans toutes les écoles parce que même pour son enfant, bah, ça lui apprend quelque chose, ça le sensibilise aussi. Et comme l'a dit, bah, il y a une forme de pédagogie qui est surprenante. Et puis, c'est encore plus surprenant de voir que c'est des enfants qui le font. C'est pas des adultes. C'est ça. Et s'il y avait l'atelier pas loin de chez vous, vous amènez votre petit garçon? Carrément. Nous aussi, notre fille elle a la chance d'avoir une enseignante qui est sensibilisée à l'écologie. Et puis, ça fait 1 an et demi maintenant qu'elle fait souvent des devoirs sur ça. Et c'est une préoccupation pour elle? Voilà. Oui, vraiment. Elle nous en parle souvent. Attention, la lumière, l'eau. J'adore votre génération. Emeline, une réaction sur ces gamins précoces, parce que vous êtes précoce, on peut le dire. Vous êtes une jeune maman de 17 ans. Bah déjà, ça fait déjà du bien de voir qu'il y a aussi des jeunes qui s'intéressent à d'autres choses. Enfin, que même à 17 ans, on peut être mature sur d'autres choses, pas que pour être parent, mais sur d'autres choses. Par exemple, pour l'écologie, on peut faire des bonnes actions aussi, même à 17 ans. Même à 16 ans, même à 15 ans, même... Et à 12 ans, on l'a vu. Ben justement, moi je vais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que moi je vais vous présenter 2 adolescentes, 2 filles qui m'ont littéralement bluffé. La première s'appelle Kate Dorsey. Kate Dorsey, elle est américaine, elle vit dans l'Indiana, un état un petit peu centre-est des États-Unis, à Fort Wayne. Et notre amie Kate, en fait, travaille bénévole. Elle s'est engagée, elle travaille dans une association qui travaille pour la banque alimentaire. En fait, elle aide les plus démunis, elle fait des distributions de nourriture à la banque alimentaire tous les week-ends. Et elle se rend compte d'une chose, c'est que les enfants qui viennent avec leurs parents, ils s'ennuient. Tous les week-ends, ils s'ennuient et même ils sont gênés d'être là. D'accord ? Donc elle se dit, ces enfants, il faut leur venir en aide. Donc, elle passe à l'action et elle présente l'opération Hop Books. Qu'on traduit par
les livres de l'espoir. Elle décide qu'il faut que tous ces enfants qui viennent à la banque alimentaire puissent avoir de la lecture, puissent se cultiver, puissent s'éveiller, puissent s'instruire, puissent se changer. Alors l'idée est magnifique, mais vous y pendriez comment pour récolter des bouquins? Je trouve l'idée géniale. Nous, on avait dans notre ville, juste à côté de Lausanne, à l'arrêt de bus, on pouvait prendre et poser des livres. Donc tout le monde, c'est quelque chose de solidarité en fait. Et ça marche vraiment très bien. Une fois qu'on a lu un livre 3-4 fois, on peut le reposer et le partager. Et puis, Alors ça, c'est une très belle idée, vous avez raison. Mais elle, ce qu'elle décide de faire, c'est d'aller voir les bibliothèques. Alors, vous avez des vieux livres, vous avez des choses qu'on ne vous prend plus. Vous pouvez me les donner. D'aller, quand il y a des vides-greniers, à la fin du vide-grenier, quand les gens n'ont rien vendu, ils ne veulent pas se ramener leur truc. Elle récupère les bouquins. Elle va dans des églises, parce qu'ils ont souvent des petites bibliothèques qui lui donnent des bouquins. Elle va voir des particuliers. Enfin, son opération, c'était début 2016. Je veux, pour fin 2016, avoir 10 000 bouquins. Tu vas me dire, est-ce qu'elle a réussi? Eh bien oui, elle a réussi, puisqu'elle a récupéré 11 000 bouquins. Et aujourd'hui, c'est vachement bien. Et les enfants qui vont à la banque alimentaire lisent, se cultivent, s'instruisent. Et ils repartent avec? Non. D'accord. Ils viennent, ils sont là, il y a des étagères dans les locaux de la banque alimentaire. Et pendant le temps où la distribution alimentaire se fait, les enfants peuvent lire. Je trouve que c'est une belle magnifique. Et alors donc, elle a quel âge cette petite amie? Alors, elle a 17 ans. Elle a 17 ans aujourd'hui. Et elle n'a pas voulu s'arrêter là parce qu'il faut aussi aider tous les enfants de la commune. Alors, elle a inventé ce système-là qui s'appelle Little Free Library. Comme chez vous. C'est voilà. Exactement pareil. Donc, la petite librairie gratuite, ça veut dire. Petite librairie gratuite, voilà. C'est le même principe de ce que vous avez évoqué. Et je trouve ça chouette. Et du coup, tout le monde a accès à la lecture. On prend un livre, on le reprend. Si on n'a pas les moyens, on le prend pour soi. Bon, est-ce que ça existe dans votre coin? À ma connaissance, sur Cambrai, il n'y en a pas. Sur Cambrai, ça serait bien qu'il y en ait quand même. Et sur Marseille, vous en avez vu? Oui, ils ont fait une girafe en fait. Et ils ont ouvert l'ouverture de vente. Et puis là, tous les bouquins sont posés et échangés pareil. Oui, il faut qu'ils aient plusieurs. Exactement. Il faut les garder chez soi. Donc des initiatives qui n'existaient pas, moi, quand j'avais votre âge. Et donc, c'est des nouvelles idées qui se répandent. Et donc, on voit que ça peut changer le monde. Une idée super simple. Ça, c'est ma première jeune fille, mais la deuxième, c'est celle-ci. Et celle-ci s'appelle Émilie Dufy. Alors comme Patrick Dufy, tu te rappelles l'homme de l'Atlantide, mais ça n'a rien à voir. Ça leur dit rien. Non, vous connaissez. C'est une série de notre génération. Ouais. L'homme n'était pas le bras palmé. Il jouait dans Dallas, mais ça ne vous dit rien. Et il jouait dans Dallas, oui. Oui, il jouait Bobby. Et... Cette jeune fille, c'est une inventeuse de génie qui a été primée au concours Lépine local. Vous savez, le concours Lépine, c'est les inventions qui changent la vie. Et là, on est en Irlande. Et là, pardon, on est en Irlande, on est à Dublin. Et cette jeune fille, en fait, travaille bénévolement dans une association qui aide les sans-abri. Et elle se rend compte que les sacs de couchage, les couvertures des sans-abri, à Dublin en tout cas, sont souvent mouillés par la pluie, parce que moi je suis allé à Dublin en hiver. Il pleut beaucoup. On est mieux dedans que dehors, ça c'est sûr. Et il pleut beaucoup et il fait bien sûr très froid. Donc avec ce matériau-là, qui est en fait une espèce de papier bulle métallique, qui est aussi un isolant dans la fabrication des murs et des toits et des cloisons, en fait, elle arrive à confectionner tout simplement des sacs de couchage pour les gens qui sont dans la rue. Alors l'avantage de ce matériau, elle a eu cette idée-là, c'est un peu, ça fait thermos en fait. C'est-à-dire que la chaleur du corps qui est à l'intérieur, eh bien, elle ne sort pas du sac. C'est un matériau qui en plus n'est pas inflammable et qui est imperméable. Et qui n'est pas cher. Et qui n'est... Alors, elle est en train de travailler là-dessus parce qu'elle trouve que c'est trop cher. Mais encore trop cher. Elle a récupéré... Donc elle a quoi? Elle a un prototype ou elle en a fait fabriquer? Alors attends, c'est pas que ça, c'est qu'elle en a fait un prototype et que ça a tellement plu à la mairie, aux médias locaux, qu'elle a déjà réussi à faire fabriquer 120 sacs de couchage comme ça, de cette matière comme ça, qui ont été bien sûr distribués gratuitement au SDF de la ville. L'Irlande est en train de vouloir généraliser aux autres villes d'Irlande ce système de sacs de couchage avec des velcro comme ça qui sont adaptables. Et voilà. Réaction, une jeune fille de 15 ans. 15 ans qu'elle a fait, aujourd'hui 16, mais qui est elle en a fait train l'an de changer dernier. le monde parce qu'elle a une idée toute seule dans son coin. Et donc, les institutions commencent à faire ce qu'elle à généraliser, à distribuer ce qu'elle a inventé. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment très solidaire, parce que j'imagine qu'elle n'est pas dans la rue puisqu'elle a fait ça. Et puis, donc avant, on parlait peut-être de toute puissance, mais elles se sont concernées par les problèmes des autres. Et je trouve ça vraiment génial. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une certaine pitié, qui ont dit « Ah, c'est vraiment triste ». Enfin, la situation les touche. Mais il n'y a pas de réaction impuissant concrète. souvent. On Voilà. ne sait pas quoi faire. Voilà, exactement. Puis il n'y a pas de réaction concrète finalement face à cette impuissance et au fait d'être touché par le thème.
Et elle a vraiment concrétisé son idée, quoi. Elle s'est dit, ça me touche, donc je vais réagir, et elle le fait vraiment. Et c'est ça qui est génial, justement, c'est qu'elle vraiment, On n'accepte pas la fatalité. Elle l'a pas accepté, exactement. Là où je suis surprise, c'est de se dire, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, de se dire à 15 ans, elle arrive à avoir une conscience. Une conscience, oui, par rapport à d'autres personnes qui vivent agréablement bien dans leur vie. Et elle, cette gamine, elle est là, elle se dit, je fonce, je peux le faire parce que j'ai l'idée, j'ai les capacités de le faire, donc je mets en pratique ce qui est possible. Absolument. Et d'autant qu'en plus, moi je pense que de nos jours, on ne pourra plus faire sans s'occuper des autres. On va être très nombreux sur la planète. Je pense qu'il faut avoir le souci de son prochain. Ça peut faire catho ce que je dis, mais moi je ne le suis pas en plus. Donc voilà. Mais je ne suis pas une phrase catho, mais je ne suis pas catho. Non, pas du tout. Mais je veux dire, il va falloir ne pas penser que ce sera l'État qui va faire. Voilà, il va falloir se soucier des autres. Et ça, c'est puis avancer. On disait tout à l'heure, faire un pas devant l'autre, là c'est pareil, elle se dit tiens je vais le faire et ça marche. Oui, ça marche. Et en plus, ce que je ne vous ai pas dit, cerise sur le sac de couchage, c'est qu'en fait, pour faire ces sacs de couchage, elle fait travailler les SDF. C'est-à-dire qu'ils travaillent, c'est eux qui les conçoivent, les sacs. Donc elle donne du travail de la dignité. Et du travail de la dignité, ils sont payés 9 € de l'heure pour pouvoir... Et du coup, elle discute avec eux, ils travaillent tous ensemble, grâce à eux, elle améliore la forme du sac. Enfin voilà, c'est un travail à la fois solidaire et même social, quoi. Non, c'est formidable. Une génération incroyable, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de prophéties sur l'avenir du monde. Mais finalement, quand on voit ce genre d'initiative, on se rend compte qu'il y a des solutions. Il y a beaucoup de solutions. Il suffit d'être un peu créatif et de ne pas accepter la fatalité. C'est la sensation que ça donne. Merci les camarades de nous avoir présenté ces initiatives. Moi, je vous remercie d'être venus raconter votre histoire de parents précoces, que vous avez ce point commun particulier, tous les quatre. Vous êtes magnifiques. Vous êtes jeune, vous êtes devenu parent à 17 ans. Et donc, du coup, c'est une expérience qui n'est pas banale. C'est pour ça que je disais qu'elle était extraordinaire au sens étymologique. Et merci de l'avoir partagée. Parce qu'à votre manière et avec votre sourire, vous l'avez un peu dédramatisé. C'est la sensation. C'était un peu votre objectif, finalement ? Oui, ouais. Parce que vous avez parlé de vos peurs à vous. Et finalement, ceux qui se retrouvent dans cette situation, on se pose plein de questions qu'on a vues qui sont légitimes, mais qui sont des peurs. Et on a la sensation que votre but, c'est d'enlever les peurs. Ouais. Tout à fait. Sophia, c'est un peu ça ? Oui, mais c'est pas facile comme dans toute chose qu'on peut entreprendre dans la vie. À partir du moment où on prend des décisions importantes, mais l'essentiel, c'est de se dire on y croit et on va y arriver. Et vous y êtes arrivé. Exactement. On donne l'espoir à Emeline qui a dit tout à l'heure qu'elle repart apaisée. Bah oui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon retour en Suisse. Embrassez tous vos enfants. Merci à vous et merci pour votre fidélité. On se retrouve très très bientôt sur France 2. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez captivés par les parcours de vie exceptionnels de nos deux invités. Clémentine et Alexandre viendront nous parler de ce petit détail qui leur a permis de se dépasser. À 42 ans, Alexandre a une voix très particulière. Son timbre très aigu sera longtemps un fardeau difficile à porter. C'est grâce au chant et à un fameux télécrochet qu'il va réussir à faire de cette spécificité une force. Dès son plus jeune âge, Clémentine est en surpoids. À 17 ans, elle s'habille en 48. Des rondeurs dont elle souffrira longtemps vis-à-vis de ses camarades. Mais une rencontre va changer sa vie et elle finira par faire de sa différence un atout. Je vois qu'il y avait une agence qui cherchait des mannequins grande taille. Alors je réponds et elle me rappelle, on vous a sélectionné pour notre campagne, quand est-ce que vous venez à LA ? À l'école, on me montre du doigt, la voix de fille, on me donne des coups de pied, on me donne des coups de poing, on me traite de tous les noms. Ça aurait pu être dévastateur.